Salut les néo-autonomistes. Nous nous sommes réunis avec les organisateurs du salon Vivre Autonome pour organiser une table ronde avec comme invité Laurence Bonnevie, gérante de No Man's Land, une agence d'architecture spécialisée en bâtiments passifs, biosourcés et environnementaux, Pierre Lécolo, militant pour la valorisation de l'eau pluviale et créateur du réseau national Perperuna, Michael Jarmoun, CIO et fondateur du site MyShop Solaire, Guillaume Becher, ingénieur agronome spécialisé en aquaculture, fondateur d'Aquaponia et Ecologia, ainsi que Noël Delwick, cofondateur de la confrérie de la construction écologique et maître d'apprentissage. Ce reportage écoutable en podcast vous est présenté tout de suite sur l'archipel. Salut les néo-autonomistes. Aujourd'hui, on fait une table ronde un peu spéciale. Nous sommes en association avec les organisateurs du salon Vivre Autonome. On est avec John. Je vous présenterai après les protagonistes. John, merci de nous recevoir. Avec plaisir. Avec plaisir. Ça fait la 3e année que je participe à votre salon. Je sais qu'il a énormément évolué de par tout ce qu'on a rencontré. Je ne vais pas réexpliquer aux gens ce qu'on a vécu ces 4 dernières années. Est-ce que tu peux nous expliquer comment vous est venue l'idée avec l'équipe de créer ce salon et quelle est ta vision entre la première édition et tout ce qu'on a vécu maintenant sur la nouvelle édition qu'on aura cette année? Alors tout d'abord, en 2018, on a créé un des premiers salons qui a été ce qui s'appelle aujourd'hui Survival Expo, qui est le salon du survivalisme en France, qui est un salon où on est censé parler, échanger sur l'autonomie dans toutes circonstances. Et une grande partie était ce qu'on appelle l'autonomie de la maison. Et suite au Covid, le Covid malheureusement qui est arrivé en France et dans tous les autres pays, on a voulu développer le salon Vivre Autonome, qui était en fait des thématiques abordées au sein du salon Survival Expo, qui était la maison. Aujourd'hui, on se concentre sur Vivre Autonome avec un salon qui est totalement séparé de Survival Expo. Et aujourd'hui, Vivre Autonome, c'est vraiment le salon dédié à la maison durable. On va se concentrer sur l'habitat, en gros deux schémas, qui va être l'habitat et l'autonomie quotidienne. Quand on parle de l'habitat, on va présenter tous les différents types de maisons qu'on peut y trouver, bioclimatique, maison passive, maison BBC, c'est BBC bâtiment basse consommation. On va avoir les isolants, les consommables, on va avoir les équipements, et puis après on va avoir énormément de conférences et aussi des formations sur comment construire sa propre maison, avoir des formations sur le net ou qu'on peut retrouver chez les personnes directement. Et à côté, après, le deuxième schéma va être l'autonomie quotidien. Donc quand on parle d'autonomie quotidien, ça ne va pas être toucher les produits biologiques, on va toucher ce qui va accompagner son autonomie chez soi. Ça va parler de l'énergie solaire, avec Michael qui nous en parlera tout à l'heure, qu'on va parler de la gestion de l'eau, on va voir ça avec Pierre qui est là. On va parler également de tout ce qui va être la dométique, c'est quand même un sujet qu'il faut de plus en plus aborder au sein d'une maison écologique ou autonome. Encore une fois, une maison autonome n'est pas forcément écologique, une maison écologique n'est pas forcément autonome. C'est pour ça qu'on a créé cet événement, pour pouvoir proposer un peu aux gens qui fassent leur propre schéma sur leur maison. Chaque personne n'a pas les mêmes idées, les mêmes façons de fonctionner. Et sur ce salon, le but, c'est de retrouver une personne qui souhaite avoir une maison isolée en paille, avoir un autre isolant. Chacun fait ce qu'il veut. Nous, on veut avoir des entreprises qui proposent tout ça. Et tu es en train de dire juste qu'il n'y a pas de manière parfaite de faire de l'autonomie. Exactement. Et qu'il y a une vision différente. Juste une petite question, c'est un truc tout bête, mais je sais que vous avez commencé avec Survival. Pourquoi vous avez commencé avec Survival et que maintenant, c'est vraiment pour toi, d'après toi et l'équipe, c'est 2 mondes différents. Pourquoi vous l'avez séparé, les salons, et avec Vivre Autonome? Bien sûr. Alors en fait, dans le survivalisme, ce qu'on recherche, c'est des gens qui vont être autonomes, encore une fois, dans toutes circonstances, mais on va intégrer de la prévention des risques. Aujourd'hui, ça va être des personnes qui veulent être indépendantes, qui ne veulent pas dépendre des lobbies qu'il y a aujourd'hui. Par exemple, on va parler des grandes entreprises, des grandes entreprises d'électricité. Les gens veulent être indépendants, ne veulent pas dépendre des grandes entreprises dans différents secteurs. Encore une fois, Vivre Autonome est à côté de Survival. Ils ont lieu en même temps, mais c'est 2 salons séparés. Vivre Autonome va vraiment répondre à l'habitat. Et on a créé cette édition-là parce qu'on voulait attirer une clientèle aussi très intéressée qui souvent se renseigne sur Internet. Sur Internet, on trouve de tout.
et de n'importe quoi. Et des bonnes adresses. Et des bonnes adresses, bien évidemment. On trouve des très bonnes choses, mais on trouve aussi beaucoup de choses qui sont pas forcément des bonnes choses. Et c'est pour ça qu'on voulait faire un événement différent de survival, parce que aussi le survivalisme, les gens, ils ont des maisons, ce qu'on appelle une base autonome durable, mais une personne qui n'est pas forcément survivaliste ne va pas se sentir à l'aise forcément de venir sur Survival Expo parce que ça s'appelle Survival Expo. Et nous, on voulait montrer aussi, grâce à Vivre Autonome, qu'on est sur un salon dédié à l'habitat. Et en fait, c'est pour ça que ces salons vont très très bien ensemble également, parce que les survivalistes ou pas, on n'est pas forcément survivaliste quand on vient à Survival Expo, hein, ça touche tout le monde. C'est juste les thématiques abordées au sein du survivalisme qui est très très intéressante. Il y a tellement de thématiques à aborder que ces gens-là, venir sur Vivre Autonome a un intérêt énorme, dans le sens où quand on veut avoir des renseignements sur, encore une fois, sur type de maison, sur l'isolation que vous allez vouloir avoir, rencontrer des personnes aussi comme vous, comme ces gens autour de cette table qui sont spécialisés dans ces secteurs, c'est que sur des événements comme Vivre Autonome ou Survival qu'on va pouvoir les rencontrer. Encore une fois, pour répondre finalement à cette question, pourquoi on a voulu séparer? Pour que les gens arrivent dans leur univers qui leur convient, parce que quand on veut avoir une maison autonome, ça ne veut pas forcément dire qu'on a envie de se retrouver dans un salon Survival Expo où on va avoir des thématiques plus outdoor, alors que sur Vivre Autonome, on va avoir plus des architectes, on va avoir plusieurs entreprises qui sont présentes, et donc c'est bien de séparer un petit peu ces deux salons. Alors on commence la table ronde avec 3 grands pôles de l'autonomie et de la résilience. On a Mickaël. Mickaël, merci d'être là. Merci de nous recevoir. Bah, merci. Tu représentes My Shop Solaire. Oui. Dis-moi si je dis une bêtise, parce que je connais un petit peu aussi des confrères chez What You Need. Vous proposez sur Internet des systèmes de kits qui permettent d'accompagner les personnes dans le développement d'une autonomie en énergie ou en solaire. Est-ce que c'est à peu près ça? C'est exactement ça, sauf qu'on fait du sur-mesure. C'est-à-dire qu'en fait, on n'a pas d'offre standardisée parce que chacun a sa propre vision, ses propres besoins. Sa maison est située dans différents endroits en France, plus ou moins ensoleillés, ils consomment plus ou moins différemment. Ils sont soit seuls ou grandes familles. Donc en fait, on a un bureau d'études avec plusieurs ingénieurs qui font des dimensionnements sur mesure pour une maison, pour un camping-car, pour un bateau, pour un mobil-home, pour du pompage. Enfin, en gros, on s'adapte à tout. C'est varié. C'est varié, venez avec votre besoin, votre problématique, et on vous apporte une solution. Alors là, bon, il y a 2 confrères qu'on a déjà vus sur l'archipel. Je suis gaucher, je suis gaucher, donc je me dirige vers la première personne que j'ai présentée, Pierre Lécolo. Plus d'1 million de vues en 5 ans, 4 ans, presque maintenant. Ouais, déjà, oui, sur l'ensemble de tes vidéos. Tu es. Alors, si je peux te présenter. 3 ans. 3 ans. Ah ouais, en si peu de temps. Bah, tu vois, ça va beaucoup plus vite. 2020. 2020 seulement. Donc, oui. t'imagines l'explosion depuis. Donc, toi, alors, si je peux bien te vendre, on va dire, ce serait un militant pour la consommation, la valorisation de l'eau pluviale. Est-ce que je te présente bien? Ouais. Est-ce que tu peux juste un chouïa développer ce que tu fais ces dernières années et ce que tu fais déjà depuis quelques années? Je suis à la fois militant et professionnel. Militant depuis 2006-2007 et professionnel depuis 2009. Et j'ai toujours autant mon âme militante que professionnelle. Et en fait, oui, ce que j'aime beaucoup, c'est informer, et, comme je dis souvent, informer et expliquer. Parce que c'est ce qui manque beaucoup en France, c'est de pouvoir expliquer les choses. Expliquer pourquoi ceci, expliquer comment cela. Et ouais, ce qui me plaît, ce qui me passionne, c'est justement de pouvoir répondre aux gens, aux diverses questions des gens, par l'explication et l'information précise. Et voilà, le centre de mon militantisme et de mon boulot professionnel, c'est la valorisation qualitative de l'eau de pluie, au-delà du quantitatif, qui est bien déjà, mais pour moi, c'est un peu ma devise depuis toujours. Récupérer, c'est bien, mais valoriser, c'est mieux. Donc voilà. Parce que je te connais, Pierre. Si je te lance, cette vidéo va durer 12 heures. Mais j'aimais bien, tu vois, on s'arrête sur valoriser, c'est... Non, comment t'as dit? Récupérer, c'est bien, valoriser, c'est mieux. Et valoriser justement ce potentiel qualitatif qui est vraiment réel et qui est beaucoup, beaucoup trop négligé en France et au contraire, qui est plus discriminé qu'autre chose. Mais voilà, le potentiel qualitatif de l'eau de pluie est vraiment là et il mérite vraiment autre chose que ce qu'on lui réserve actuellement. Et j'essaye de contrebalancer un petit peu
Il y a plus de 7 vidéos là-dessus. Si les personnes se disent, mais attends, dans le détail, qu'est-ce qu'il dit? Merci Pierre. Noël Delwick, j'allais dire Nono, tu vois, par habitude. Noël Delwick, 25 ans de valorisation de la construction écologique, pour reprendre un peu les termes. Il y a 25 ans, tu t'es lancé là-dedans. C'était un peu de la folie. Est-ce que tu peux expliquer un peu ce que tu as fait? Et après, on va détailler sur la suite de la table ronde. Il y a 25 ans, avec mon frère, on avait vraiment envie de faire un habitat naturel et écologique. Mais à l'époque, c'était vraiment une notion où les gens rigolaient beaucoup. On a eu beaucoup de discrimination, de mauvaises blagues. Voilà. Et aujourd'hui, on voit bien qu'après 25 ans, on est face à une nécessité de faire évoluer l'habitat. Et il y a la notion écologique de recyclage et il y a la notion naturelle. Et donc, c'est vrai qu'avec l'expérience professionnelle de toutes ces années, on est arrivé de l'artisan classique aux personnes qui veulent aujourd'hui s'approprier ces techniques pour faire eux-mêmes. Donc, on est en train d'affranchir le bâtiment pour permettre à beaucoup de gens de pouvoir rentrer dans leur construction, dans leur aménagement, dans leur faire évoluer le bâtiment vers quelque chose de performant, écologique et naturel. Parfait. Ben, vous savez quoi, messieurs, je saute tout de suite sur la première question. Alors, je le dis aux abonnés, j'avais déjà, parce que j'aime pas quand on fait semblant de découvrir les choses, j'avais déjà une première question, je vous les ai envoyées, mais là, on a vraiment rebondi sur une chose pertinente, c'est qu'on a vécu une crise des gilets jaunes, rappelez-vous, c'était suite à quelque chose qui était quand même sur l'énergie, l'augmentation du prix de l'énergie. On a eu après une crise sanitaire, on a du chamboulement aux portes de l'Europe, on a eu aussi une explosion du prix de l'énergie. Ma première question, c'est parce que tous, vous avez commencé bien avant ça, bien avant 2017, et maintenant, je voudrais avoir votre retour en fait sur comment ça a été perçu au début, tu l'as plus ou moins dit Nono, comment c'était perçu au début et comment c'est compris actuellement. Mickaël, rappelle-nous, donc ça fait 10 ans que 10 ans. le solaire existe, presque, en tout cas 10 ans. Et quelle était la vision au début, on t'a dit mais t'es fou de faire ça, ou est-ce que tu peux nous détailler? Il y a 10 ans, c'était un métier de niche, clairement. Il fallait trouver effectivement des personnes, puisqu'on est dans l'auto-installation, on ne propose pas d'installation, de pose, donc des personnes suffisamment bricoleurs pour installer par eux-mêmes le matériel. Donc on était sur un métier de niche, mais qui nous allait très bien. Et c'est vrai, comme tu disais, depuis 3 ans, on a eu des déclencheurs qui nous ont fait extrêmement, croître. La demande a été énorme. On est passé d'une petite équipe de 3-4 personnes, on est 21 aujourd'hui. En combien de temps là En 10 ans, enfin surtout ces 3 ans. Hein. Ah ouais, surtout. Il y a une vidéo qui est sur notre chaîne YouTube, on était 7 dans des tout petits bureaux, elle date il y a 2 ans. On est sur des chiffres où on double presque chaque année. À chaque annonce gouvernementale, tu te dis « Ah, tant mieux, ça va !» Oui, mais le problème, c'est qu'on n'est pas prêt. C'est que c'est pas évident. C'est-à-dire qu'en fait, on a des événements qui ne sont pas prévus, on subit, et ensuite, à nous de s'adapter. Et dans notre métier... Bienvenue au club. Ben voilà, c'est ça. On va détailler, mais c'est pour ça que on se doit, comme je parlais tout à l'heure, on fait des offres sur mesure, on a besoin d'ingénieurs, et aujourd'hui, trouver des ingénieurs, ça demande du temps, de la formation. Et voilà, de la formation, effectivement. Et c'est vrai que effectivement, la crise des Gilets jaunes a été un démarrage, clairement. Donc là, beaucoup de personnes se sont rendues compte que y a le début d'un cycle de hausse qui a été lancé. La crise Covid, ça a remis en cause énormément de choses. Beaucoup de personnes étaient essentiellement chez eux, ont voulu améliorer leur habitat. Ils ont eu le temps de penser, parce que c'est vrai que malheureusement, dans les grandes villes, on dit c'est métro, boulot, dodo, et en fait, on ne se rend pas compte. Là, ils ont pris le temps de prendre du recul, de penser différemment, et ils se sont équipés, en tout cas pour les précurseurs. Et je vais dire, les retardataires, on les a vus il y a 1 an, avec jour pour jour, en panique, début de guerre Ukraine, où les gens se disent « Ok, on a fait l'autruche ces dernières années, bon là, on n'a pas le choix, donc il faut y aller. » Et c'est là où... depuis 1 an, c'est hallucinant le nombre de demandes qu'on a, mais qualifiées. Avant, il y avait toujours des demandes qu'on appelle touristes, un petit peu, c'est la curiosité. Est-ce que je peux devenir autonome? Est-ce que je peux faire ci? Est-ce que je peux faire ça? Là, les personnes viennent avec un projet
ils le font, que ce soit chez nous ou ailleurs, mais en tout cas, ils vont le faire. Mais tu penses que quand ils viennent, c'est parce qu'ils ont eu le temps de se renseigner aussi, parce qu'en 3 ans, il y a eu de plus en plus, je me sens un peu concerné, mais de médias aussi pour expliquer aux gens ce qu'ils pouvaient faire. Voilà, il y a des exemples comme toi, Et comme vous d'autres aussi, bien chaînes, sûr, comme le salon qui nous accueille, encore une fois, merci. Mais voilà, il y a des exemples aujourd'hui qui nous montrent la voie à suivre pour y aller. Effectivement, comme tu disais tout à l'heure, Noël, précurseur à 25 ans, bon, nous ça fait 10 ans, mais ce que je veux dire, c'est qu'à l'époque, il fallait être, visionnaire. Oui, il fallait croire. Voilà, exactement. Aujourd'hui, et résister aux drôles de remarques, parce qu'il l'a dit aussi, on se moquait. Je suis d'accord. Et même nous, il y a 10 ans, quand on a démarré, ah bon, ça marche, bon, bah ok, tant mieux. Si tu gagnes ta vie comme ça, tant mieux, bah oui. Mais sauf qu'aujourd'hui, on est dans un... Voilà, c'est devenu une évidence. S'équiper, être de plus en plus sobre énergétiquement, parce que techniquement, on peut tout faire, hein, mais après, le budget, voilà. Donc le budget freine, donc il faut s'équiper, mais apporter de la sobriété énergétique qui va pour que ce soit abordable et réalisable, parce que techniquement, on peut tout faire. Pierre, toi, il y a quelques années aussi, tu étais déjà installateur, et tu voulais rajouter quelque chose dessus, Mick ? Ça va très bien. Ça va. Merci. Mais parce que vous allez voir un truc. Pourquoi mes questions ? Parce que vous allez voir que dans 80% des cas, il y a beaucoup de similitudes. Pierre, toi, quand tu installais, moi, quand j'ai commencé à te présenter, les gens m'ont dit « Mais attendez, je viens d'étudier son installation au prix du mètre cube d'eau sur le réseau conventionnel, j'arrive pas à comprendre. » Et toi, tu m'as dit une chose qui m'a un peu ouvert, et continue peut-être un peu sur ce que je vais dire, mais toi, tu disais « Mais les gens cherchent une qualité d'eau et pas spécialement un prix de l'eau, bien sûr intéressant, mais est-ce que ça a évolué depuis par rapport à la question de base ? Est-ce que quand ils sont arrivés, les gens, il y a 10 ans sur leur demande et maintenant, tu as senti une différence de... Sur les motivations premières, non. Sur les motivations premières, non. Ça a toujours été une recherche qualitative avant tout. C'est pas du tout, moi les gens qui me contactent, c'est pas du tout dans un esprit d'économie sur facture et tout, de chercher un coût d'amortissement et tout, non. Parce que depuis 15 ans, j'ai jamais eu, ne fût-ce que la question, la demande de faire un calcul de retour sur investissement. D'accord, c'est intéressant ça, parce que je pense que sur l'énergie, peut-être un peu. Nous d'ailleurs, on le fait pas. Ben voilà. Ah ouais. Non, tu vois, je pensais. Parce que là, ça aurait été vendeur, hein, pour le coup, vu le prix de l'énergie maintenant. Nous, on leur dit, apportez-nous votre problématique, on vous apporte une solution. Cette solution va fonctionner. Après, vous vouliez ou pas, faut pas que ce soit un déclencheur, en fait, l'argent, en fait. Il faut que ce soit une motivation, un raisonnement, une modification de ses habitudes de vie. Et après, effectivement, la finalité, c'est, oui, clairement, il y a des économies à faire. Mais c'est pas le déclencheur, en fait. Ouais, le budget est souvent quand même la première chose qui va t'orienter dans ton projet. Enfin, à titre perso, moi, si j'avais pas eu le budget, ça aurait été qu'un rêve. Je te le dis, mais il y a peut-être 6 ans. Pas pour tout le monde. Pas pour tout le monde. Exactement. La mentalité a quand même évolué. Et aujourd'hui, surtout dans le bâtiment, les gens veulent une éthique. Donc, à travers leur investissement, ils veulent aussi qu'il y ait un code éthique derrière. Et donc, on retrouve la parallèle entre nous trois, où la motivation, c'est pas toujours l'argent, c'est aussi le code éthique. Ils veulent rentrer dans une logique écologique, durable, environnementale, qui sont quand même des notions qu'il y a encore quelques années, elles n'existaient pas. Voilà. Mais je te rejoins sur l'éthique. Une des questions qui revient très régulièrement, c'est d'où vient le matériel que vous proposez. Avant, mais on nous demandait jamais. Là maintenant, mais non, parce que ça nous oblige. Alors, pas oblige, on le fait avec plaisir, pardon. Mais en tout cas, ça nous incite à aller voir des fabricants français, à leur dire qu'il y a une demande, il faut s'y adapter, etc. Alors, je ne suis pas là pour faire notre publicité, mais en tout cas, tant qu'on peut... Profitez-en. Voilà. Non, mais ce que je veux dire, c'est que voilà, on propose une logique de transparence aussi. Solaires fabriqués. Voilà, exactement. En fait, les gens veulent savoir ce qu'ils achètent. On ne posait pas ça il y a 10 ans, et maintenant on te le pose. Oui. Ça, c'est ouf. Oui. Ah ouais. Clairement, c'est pas à chaque fois, mais quasi, parce que... alors, encore une fois, pour des raisons économiques, ça coûte un peu plus cher le matériel fabriqué près de chez nous, plutôt que qui vient de l'autre bout du monde. C'est absurde, mais c'est comme ça. Quand on a le matériel, parce que moi dans aussi. mon domaine, j'ai très peu de matériel français, parce qu'en France, il n'y a pratiquement plus rien. Oui. Et je me permets de rebondir sur ce que dit Pierre. Mickaël, tu vas peut-être me confirmer, mais je sais que le fait qu'on n'ait pas mis assez de taxes en Europe sur ce qui venait de Chine, sur l'importation, ça a énormément ruiné certains marchés en Europe. Est-ce que tu le confirmes ou est-ce que... Oui.
Oui, nous on travaillait il y a quelques années, enfin au tout début, avec, je vais le citer, une société qui s'appelle SolarWorld, qui était le premier fabricant européen de panneaux solaires, qui était allemand, 4500 employés, ils n'ont pas tenu. Ah ouais, Ils n'ont pas tenu. C'est triste parce que c'était. Ils ont fait faillite. Ils fabriquaient tout. Ils fabriquaient les cellules solaires, ils assemblaient les cellules en panneaux. Enfin, c'était extraordinaire. Ça n'a pas tenu, c'est triste. Et qu'est-ce qui a tué? C'est le marché chinois. Mais on fait rien en Europe de toute façon pour protéger. C'est l'importation. Au contraire des États-Unis, où là, c'est. Une politique de. Ah oui, c'est des droits de douane, etc. On fait rien en Europe pour protéger la production européenne. Et est-ce qu'en Europe, on fait quelque chose pour protéger une bonne valorisation de l'eau pluviale, Pierre? Alors, on en parlera plus tard, alors, parce que j'ai une question aussi là-dessus. Je voulais juste le feu veut tout dire. Mais je vais quand même terminer sur la question pardon, que tu m'avais posée. Vas-y, moi je vous laisse les gars, maintenant que je vous ai lancé. Que j'ai pas trop répondu, mais là tout à l'heure tu parlais, voilà, les gens nous posent une problématique, on apporte une réponse, une solution. Moi c'est pas forcément une problématique, je veux dire, c'est vraiment une motivation. Et ça c'est ce qui me plaît beaucoup dans presque toute ma clientèle, c'est vraiment une vraie motivation. Ils sont pas forcément dans un problème, ils sont pas forcément dans un besoin, ils sont vraiment dans une motivation, dans une recherche qualitative, d'en avoir marre de devoir dépendre déjà des conditions de la distribution publique et de la qualité de l'eau publique. Ils veulent vraiment rechercher une autre qualité d'eau pour leur confort quotidien, pour leur santé, pour le plaisir aussi de ce confort hydrique. Mais c'est vrai que, oui, comme je disais tout à l'heure, je n'ai jamais eu une seule demande de faire un calcul de retour sur investissement. Et donc, je vous donnerai un petit exemple qui m'a été... j'étais content d'avoir ce retour, et si ce couple nous regarde, je les en remercie grandement, parce que c'est quand même surprenant. Mais tout simplement un couple qui m'a contacté en me disant, voilà, on est sur le point d'acheter un terrain avec une maison. C'est pas vraiment la maison qui nous intéressait, c'était beaucoup plus le terrain lui-même, toute la configuration du terrain, le paysage et tout. Et on a vraiment eu un gros coup de cœur pour ce terrain. Maintenant, avant de passer à l'acte d'achat, on voulait savoir est-ce que l'autonomie en eau est possible sur cette maison, sur ce terrain. Et puis bon, ils m'ont envoyé les caractéristiques et tout. J'ai dit, bon, il n'y a pas beaucoup de surface de toiture, vous êtes dans une région où ça ne pleut pas beaucoup et tout. C'était où? On peut la citer. Je ne sais plus, je ne saurais plus te dire. Vaucluse ou région PACA? Non, je ne sais plus, j'en ai tellement, je ne peux plus te dire. Oh. Bah non, mais bon. Voilà, sur les caractéristiques du projet, de la configuration de la maison et tout, sans encore avoir fait le calcul de dimensionnement précisément, je dis malheureusement, je crains que l'autonomie complète, en tout cas, ce ne soit pas possible. Une autonomie partielle peut-être, mais l'autonomie complète, je suis presque sûr que ce ne sera pas possible. Ah mince, c'est tout. Donc, ils ont réfléchi, et après ils m'ont renvoyé un mail en me disant, bon, ben, si c'est pas possible pour nous, l'autonomie au puits, on passe à autre chose. Et genre, on déménage ou ouais. Ah ouais, carrément. Ils ont eu un gros coup de cœur là pour un terrain. Il y avait une maison dessus et tout. Bon, la maison leur plaisait et tout, mais ils ont eu un gros coup de cœur pour le terrain surtout. Mais le fait que l'autonomie complète en eau de pluie ne soit pas possible sur cette maison, ils ont dit, ben, tant pis pour le coup de cœur, on cherche autre chose où l'autonomie sera possible. Mais ça, on le voit en 2023. T'imagines Ah oui, j'imagine. Motivation. Sacrifier un coup de cœur quand même, simplement pour dire, mais si l'autonomie en eau n'est pas possible, on passe à autre chose, quoi. Et on cherche quelque chose qui est possible. Mais Pierre, tu parles quand même d'une époque où les gens, il y avait vraiment, et c'est un peu, je refais une parallèle avec moi, pendant de longues années, il y avait des individus qui avaient des convictions. Je reviens aussi à la parallèle, sauf que le monde a changé, et là aujourd'hui, ça s'est démocratisé. La réflexion de l'eau, la réflexion de l'énergie et de la réhabilitation des bâtiments ont changé tous les paramètres. En quelques années, les gens ont pris conscience, je pèse bien les mots, qu'on ne pouvait pas continuer dans cette direction-là sans aucune conscience. Mais c'est ce que je dis depuis des années et des années, depuis mes débuts. Encore maintenant, malheureusement, même 15 ans après, je me rends compte qu'il y a encore beaucoup trop de gens qui n'ont pas conscience de ce que l'eau représente au quotidien, de ce que l'eau représente dans leur vie, de ce que l'eau représente dans leur santé et tout. Mais il y a quand même une évolution, lente, mais il y a quand même une évolution. Et je constate, moi, et surtout, quand on parlait tout à l'heure de la crise Covid, pour moi, la crise Covid a été quelque chose de terrible, de dramatique, dans beaucoup de sens du terme.
Mais à côté de ça, merci. Merci la crise Covid. Ça a permis de Merci réfléchir. à ce qu'elle a permis. Parce qu'elle a eu aussi ce bon côté, justement, ces prises de conscience au sein de la population, d'une certaine tranche de la population, où les gens, oui, comme tu disais tout à l'heure, ont commencé à voir les choses différemment, à réfléchir, à concevoir les choses de leur vie différemment. Et là, oui, merci la crise Covid à ce niveau-là. C'est pour ça que ta chaîne aussi a explosé, heureusement. Mais là, oui, il y a eu une évolution à ce niveau-là. Mais c'est encore faible. Ça s'amorce, ça évolue, mais c'est encore faible. Mais à côté de ça, oui, il y a vraiment une prise de conscience, il y a une évolution des consciences, une évolution de ce que les gens maintenant considèrent dans leur propre vie, dans leur propre quotidien. Et ça, c'est super encourageant. Et ça, oui, absolument. Avant, ils n'avaient pas le temps de Absolument. réfléchir. En fait, on est quand même juste en train de s'apercevoir, en 365 jours, on nous a dit qu'on allait peut-être manquer d'électricité, qu'on allait être coupé, Mickaël. On nous a dit en ce moment il a très peu plu cet été, et on nous dit qu'on va peut-être avoir froid parce que manque d'électricité fait qu'on va avoir froid. Tous les quatre, mais vous trois, la parallèle, c'est que c'est peut-être depuis quelques années, on nous parle de manque, et c'est peut-être ce qui motive les gens. Ils commencent à se dire manque égale oula, réfléchir réellement parce qu'il y a un problème. Réfléchir et se débrouiller tout seul. Parce qu'on ne peut pas compter sur... On ne sera pas aidé. Voilà, on ne sera pas aidé. Donc en gros, il faut qu'on trouve la solution par nous-mêmes. D'où l'autonomie, que ce soit énergétique, eau ou habitat. Parce que clairement, il faut qu'on compte sur nous-mêmes. Alors moi, pour parler de mon domaine à moi, Nono, parce c'est que là le pour coût ça. énergétique, c'est une partie du budget de la maison, le coût de l'eau, c'en est une autre, mais la réhabilitation des patrimoines ou la construction, c'est le coût le plus gros. Donc on se retrouve aujourd'hui avec une crise des matériaux et le coût de réhabilitation des maisons qui arrive à un tel niveau que les gens se sont posé la question, on n'a plus l'argent pour faire. Il nous reste quelle option? Faire nous-mêmes. Et moi, je peux le dire, je peux témoigner en 25 ans de travail d'artisan, il y a moins de 10 ans, aucun de mes clients me disait « je veux faire moi-même ». Là, j'arrive aujourd'hui où la plupart des gens n'ont déjà plus les moyens. Deuxièmement, ils veulent accéder à un niveau écologique, naturel, et donc ils vont vers une direction éthique et tout ça. Donc on se retrouve vraiment avec une conjoncture d'événements où réellement les problématiques se posent, les nouvelles problématiques se posent. Moi, je voudrais qu'on parle un peu en termes d'investissement, parce que quand je me suis lancé, c'est une chose qui m'a vraiment marqué, et j'en entends souvent parler, et je le vois aussi en commentaire. On me dit, c'est bien beau de vouloir développer son autonomie, mais ça coûte cher. Et souvent, j'explique aux personnes qu'en fait, on parle en termes d'investissement. Est-ce que, par rapport à ma question, vous voyez un petit peu, vous, par rapport à vos domaines, si on parle d'investissement en santé, en énergie, donc en temps gagné, ou en argent, Noël, par exemple, si quelqu'un vient te voir pour améliorer son habitat, j'ai déjà ma petite idée, mais quel sera l'investissement sur le long terme pour les personnes? Qu'est-ce qu'ils vont vraiment retrouver? Alors, on est vraiment, encore une fois, dans le cadre d'un investissement presque d'une vie. Et donc, on est face à beaucoup de gens, beaucoup de personnes qui se retrouvent avec un habitat ou l'envie de construire un habitat. Et ils vont injecter, en gros, pour la moyenne des gens, une trentaine d'années de leur vie pour financer leur habitat. Donc, on est sur le budget le plus gros, en gros, d'une vie. L'électricité, l'eau, restent des budgets qui sont onéreux, mais qui n'ont pas la dimension du bâtiment. Donc, moi, personnellement, depuis des années, je dis aux gens, faites attention, vous investissez pour une vie, et peut-être même pour plusieurs générations. Le monde d'aujourd'hui, en tout cas, je peux témoigner, c'est le monde de l'obsolescence et des lobbies. Donc, la plupart des techniques du bâtiment sont des techniques qui vont être utilisées pour une vingtaine d'années, et au bout de 20 ans, on recommence. Mais au niveau mathématique... C'est pas easy, alors. C'est ce que j'appelle aussi les maisons monogénération. Voilà, donc en plus, il y a une nouvelle notion qui vient de rentrer et qui est en train d'embêter beaucoup de gens par rapport à l'investissement, c'est le taux d'usure de la maison. Donc les banquiers ont considéré que l'habitat durait tellement peu de temps que le temps qu'on le finance, il n'a plus de valeur. Donc dès que tu as fini de payer, ça vaut plus Eh rien. bien, ça veut dire qu'on est vraiment dans la pure obsolescence. Donc avant, on bâtissait pour X générations, les maisons étaient là pour durer... Je prends l'exemple des Romains, même 2000 ans après, on a toujours le résultat de leur travail et qui sont capables de durer encore dans le temps. Donc, moi vraiment, je mets en garde et j'arrête pas depuis des années de rappeler aux gens que si vous avez amené à investir des sommes colossales dans votre habitat, ben, ce serait bien de rentrer des paramètres intéressants.
Ça veut dire dans le temps, plus Mais que déjà, dans les de 20 ans. construire un habitat durable, écologique. Bon, écologique, on en reparlera peut-être tout à l'heure, c'est une Oui, on notion va de en développer. recyclage et tout, mais surtout un habitat durable avec des notions d'économie d'énergie qui viennent de rentrer en paramètre. Donc là, cette fois-ci, on est face aux amis qui sont là, qui rentrent l'autre partie. Il y a l'habitat et il y a la consommation de la vie dans l'habitat. Messieurs, par rapport à ça, Mickaël, quand on fait un investissement chez toi, je sais que le point quand même qui est encore un petit peu gênant, c'est souvent les batteries. Oui. C'est combien de temps, si là par exemple on met un premier budget, pendant combien de temps on va pouvoir utiliser le matériel sans avoir à se dire voilà, il faut que je le remplace demain quoi. Alors, au niveau des batteries, il y a eu énormément d'évolutions, mais clairement, on peut être tranquille pendant 10 ans 10 ans. au minimum. Ok. Après, ça va dépendre de son utilisation, parce que une batterie, c'est inconsommable. Plus on la sollicite, plus vite il faut la remplacer. C'est le Donc, en nombre de fait, cycles, je crois. comme on dit. exactement, exactement. C'est comme je sais pas, un tonnerre d'imprimante. Il y a une durée de vie, plus on imprime, plus vite il faut la changer. Donc en fait, c'est vrai qu'il faut apporter aussi une modification de ces modes de vie pour être plus sobre énergétiquement, parce que nous, techniquement, on peut tout faire. On peut faire des installations à plusieurs dizaines de milliers d'euros, mais après, il n'y a pas vraiment de sens. Il vaut mieux qu'il y ait vraiment, voilà, qui est possible aussi, et réalisable, il faut aussi que ce soit les deux, c'est-à-dire effectivement quelque chose de raisonnable, mais aussi apporter une consommation raisonnable. Parce qu'aujourd'hui, être autonome, tu parlais d'investissement, c'est pas un investissement financier, en fait, c'est plus un investissement confort. Même encore actuellement, vu l'explosion du prix de l'énergie, tu vas pas me dire Alors, que les gens, là où, je me permets, mais là où avant les gens, ils se disaient, bon, je le rembourse entre 7 et 10 ans, maintenant ça doit être 3 ans. Hein. Oui, mais je pense qu'aujourd'hui, les personnes qui se rendent autonomes, c'est un choix de vie. C'est amener l'électricité là où il n'y en a pas, c'est être libre, de rien devoir à personne. Ça Voilà, coûte cher. d'être vraiment libre, autonome, effectivement. Après, effectivement, oui, avec l'évolution, la performance des produits, les prix. Alors, c'est vrai que depuis un an, ils ont augmenté, mais ils avaient quand même beaucoup chuté ces 5 dernières années. Mais l'un dans l'autre, effectivement, la rentabilité, elle est là, ça c'est clair. Mais dans un choix autonome hors réseau électrique, ce qu'on appelle off-grid, c'est plus un choix de vie, alors qu'effectivement, on a notre partie, enfin notre pôle, notre activité qui est des maisons raccordées au réseau électrique, où là, on ne va pas mettre de batterie, en tout cas on peut, en cas de coupure, mais en tout je cas... crois que c'est les batteries virtuelles. Ça me fait Oui. sourire, mais si tu veux, on peut le développer, on peut- mais ça me fait non, sourire. Alors, c'est un argument marketing. Nous, on ne le met pas en avant parce que c'est difficile à expliquer, c'est virtuel. Mais d'une manière générale, il y a aussi beaucoup de personnes qui viennent chercher un investissement financier. Et là, effectivement, les habitats raccordés au réseau, effectivement, on met des panneaux avec des onduleurs ou micro-onduleurs, peu importe, sans batterie. La journée, ça produit, ça réduit sa facture électrique. La rentabilité est bien plus rapide qu'être 100% autonome à cause des batteries, du renouvellement des batteries. Mais d'une manière générale, quand on est raccordé au réseau, c'est un investissement financier. Quand on est hors réseau, c'est un investissement confort en fait qu'on vient chercher. C'est un choix de vie, c'est une liberté de vie en fait. Mais on ne vit pas aussi confortablement que quand on appuie sur le bouton, on ne se pose pas la question quand on est au réseau, et que l'argent n'est pas un souci. Il y a des compromis à faire. En tout cas, si on veut rester sur un budget raisonnable, abordable, etc. Pas dans tous les cas. Justement, parlons de compromis, Pierre, quand quelqu'un fait un investissement chez toi, je sais qu'il y a des choses à changer niveau filtre, mais la grosse installation, la grosse boîte, si on peut dire, entre le stockage et tout, c'est un investissement sur combien d'années? Pour que les gens aient une notion, on passe par tes services, on installe une cuve avec une pompe qui remonte l'eau. Qu'est-ce qu'on change en premier? Bon, je pense les filtres. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Oui, les consommables, il y en a peu, parce que beaucoup de gens s'imaginent ou prétendent, les habituels détracteurs et tout, qui s'amusent et s'évertuent à prétendre que ça coûte la peau du cul et que c'est pas accessible à un particulier. Non, pas du tout. Il y a le premier filtre, il ne se change pas, le deuxième, il ne se change pas, il se nettoie simplement. Le troisième, c'est juste une chaussette à changer qui coûte 28 € pour 5 chaussettes, qu'on change, qu'on change tous les 4 à 6 mois. Donc, bon, ça va, ouais. Voilà. Hein, la cartouche charbon, c'est le plus gros du traitement. Là, c'est plus un traitement qu'une filtration. Un traitement naturel au charbon actif, c'est
96 € à l'année. Et le prix du stockage au mètre cube, tu as une idée ou pas? Je suis sûr que tu as déjà fait le calcul pour avoir une idée. Au mètre cube, combien ça coûte, par exemple, en cuve béton, 1 mètre cube, ou peut-être 10, je ne sais pas, tu as peut-être un référentiel pour que les personnes qui découvrent un peu tout ça je ne calcule pas forcément comme ça au mètre cube. Bon, moi, la plupart des projets maintenant que j'accompagne, ça tourne souvent entre 20 et 40 mètres cubes. Donc c'est souvent des configurations 2, 3 ou 4 cuves de 10 000, ou 2 cuves de 15 000, ou 2 cuves de 20 000. Mais c'est souvent des configurations de 2 ou 3 ou 4 cuves de 10 000. Et une cuve de 10 000, comme ça, en béton, livré, il faut compter à peu près, ça dépend, tout dépend du fournisseur, mais tout dépend de la localisation aussi en France. Mais ça coûte grosso modo à peu près 2 500 € pour une cuve de 10 000. Pour 10 000, Donc okay. Voilà, c'est 5 000 pour le stockage en 20 000 et 7 500 € pour du 30 mètres cubes, quoi. En moyenne, parce que je sais, c'est comme pour Mickaël, c'est vraiment du cas par cas, et comme Nono, hein, pour la construction, c'est du cas par cas. Quelqu'un qui a 20 mètres cubes, donc qui a 2 cuves de 10 000, combien de personnes à l'année peuvent vivre dessus Tu vas me dire, ça dépend sûrement de la région. Oui, c'est peut-être une question trop ouverte. Non, mais c'est une question à laquelle je n'ai pas réponse, parce que je ne veux pas répondre, parce que pour un calcul de dimensionnement, c'est pareil. Je ne prends jamais en considération le nombre de personnes qu'il y a dans le foyer. Je m'en fous du nombre de personnes. Moi, ce qui m'importe, c'est la consommation. Okay. Quelle est la consommation du ménage réel? Pareil, je présume. Et tu peux avoir un couple quelque part qui consomme autant et qui consomme peut-être plus que les voisins où ils sont 4 personnes. Donc le nombre de personnes, je m'en fous. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la consommation précise. Je vais me permettre d'être un peu piquant, mais un président a dit que quand on vivait de manière plus basse, on était amiche à 4. Je présume que quelqu'un qui n'a pas un point de chauffage électrique, si je dis une bêtise, Mickaël, Nono, quelqu'un qui est bien isolé, on n'est pas dans les mêmes paramètres, parce que allez-y, les amis sont basés sur la consommation. Moi, je vais donner des notions quand même, en revenant un peu dans l'histoire. Pendant les 50 dernières années, ou même les 70, on a créé des passoires thermiques parce qu'on avait l'énergie quasiment gratuite. Là, les paramètres ont tellement changé qu'aujourd'hui, ce genre d'habitat sont des problématiques. Parce qu'en réalité, pour les rendre performants maintenant, c'est quasiment le coût réel de leur construction. On est obligé de la remettre pour pouvoir avoir une performance thermique et isolation. Moi, je répète à tout le monde des notions simples. C'est comme la consommation. Réduisez la taille de votre habitat. Parce que le coût des travaux est lié à la surface de mètres carrés qu'on veut habiter. Le chauffage est lié à ça et la consommation de l'eau, c'est plus personnel. Mais au niveau énergétique, donc si vous voulez rester dans une démarche écologique, la première pour moi, c'est déjà avant de prélever des ressources pour créer des nouvelles maisons, ce serait bien déjà de réhabiliter celles qui sont déjà là. Déjà existant. Ouais. Alors c'est plus facile pour le bâtiment ancien, on pourra en parler après, parce que les anciens avaient déjà une logique de durabilité. Que le problème depuis les 30 Glorieuses, c'est qu'on a vraiment créé de l'habitat précaire. Précaire dans tout son sens. Voilà. Donc, si je dois donner un exemple, réduisez la taille de l'habitat et mettez réellement de l'énergie dans la performance du bâtiment à être le moins. On parle de la maison BBC, ça c'est pas... Mais au moins, aller dans une direction réelle de réduire notre consommation. Parce qu'on veut toujours consommer plus, mais en réalité, on est dans le même procédé de là. L'intérêt, c'est plutôt d'expliquer aux gens d'être plus économes dans la consommation ou dans la réalisation de leur maison. Mickaël, tu le prends en compte ça, par exemple, quelqu'un qui te dit j'ai des convecteurs pour me chauffer, tout ça C'est catastrophe. C'est le cas. Ah oui, quand des personnes nous disent effectivement j'ai une maison avec des radiateurs électriques, comment on peut faire pour baisser sa facture électrique des radiateurs? C'est ce qu'on ne veut pas entendre en fait. C'est clairement... les panneaux solaires en hiver produisent, bien entendu, mais 2 à 2,5 fois moins qu'en plein été. Et en hiver, c'est là qu'on allume les convecteurs, et principalement le soir, quand en plus il n'y a même pas de soleil. Donc, bref, c'est ce qu'on ne veut pas entendre. Les journées sont courtes en hiver. Ah oui, c'est clairement, c'est triste, mais effectivement, c'est des choix qui ont été faits il y a quelques années. Aujourd'hui, on les paie. On n'a pas de solution magique. Tu as le même problème en hiver. Peut-être que les problèmes qu'on rencontre en été maintenant, on n'a plus d'eau. Oui, c'est là aussi où il y a des points. Les climatiseurs, que ce soit le chauffage oui. et la réfrigération des maisons, on les demande une double problématique. Oui. Bon, après, nous, les climatiseurs, c'est plutôt sympa parce que c'est vrai qu'en été, voilà, il y a une surproduction, il y a des consommations extraordinaires comme la clim en été. C'est plutôt sympa d'avoir de la clim quasi gratuite en été.
Voilà. Mais c'est vrai que nous, c'est plutôt l'hiver, le radiateur électrique, c'est ce qu'on ne veut pas entendre. Dès qu'on a ça, dès qu'on voit un dimensionnement à faire, on se dit, bon, bah, on n'a pas de solution miracle, hein, on ne va pas annoncer la bonne nouvelle, hein, c'est clair. Hein. J'aime bien confronter, vas-y Pierre, mais j'aime bien confronter parce qu'on est quand même dans, parfois, par rapport à la périodicité, par rapport à quand on lance soit l'électricité, soit on consomme, vous êtes quand même, il y a toujours un moment, j'ai l'impression, même sûrement dans le bâtiment, il y a un moment où il faut quand même gérer et c'est pas facile. Mais moi, j'abonde complètement dans le sens de Nono aussi, pour mon domaine. Parce que, avec mon groupe, ça fait 2 fois en 2 ans qu'on fait vachement évoluer notre tableur de dimensionnement, de potentiel de récupération et de dimensionnement du stockage. À cause de ce qu'on voit sur le climat ? Non, c'est juste qu'on l'a fait performer, je veux dire, on l'a redéveloppé de manière beaucoup plus poussée, beaucoup plus pointue. Et en fait, sur cette dernière version, on a pu gérer plusieurs curseurs qui sont paramétrables. Et en fait, on a testé avec mon groupe, on a fait plusieurs simulations, et on a testé différents cas de figure. Et en fait, des cas de figure où on ne peut pas être en autonomie complète, on essaye de monter le curseur surface de récupération. C'est l'inverse. Ça ne change pas grand-chose. On essaye de monter le curseur pluviométrie. Voilà, ça améliore, mais ça ne change pas grand-chose. On essaye de diminuer le curseur consommation. Ah, là, tout de suite, on voit que ça change. C'est là-dessus qu'on peut réellement agir. Oui, mais on l'a vraiment testé en plusieurs simulations, sur plusieurs cas de figure et tout. Et c'est clair, le paramètre prioritaire et tout, c'est baisser la consommation. La meilleure énergie, c'est celle qu'on ne consomme pas. Je pense qu'on est tous les cas d'accord. Ou le proverbe, un sou non dépensé est un sou économisé. C'est la même chose. C'est des questions de bon sens. Mais comme on dit aussi, il ne faut pas investir sur le chauffage, il faut d'abord investir sur l'isolation en priorité, avant le chauffage. Mais voilà, oui, baisser la consommation en eau, évidemment, ça peut aussi passer par les toilettes sèches. Donc réfléchissez aussi à ça, parce que c'est un impact et un enjeu bien plus important que ce qu'on peut le croire au premier abord. Et j'inviterai les gens aussi à se renseigner aussi, par exemple, ça c'est ce que Joseph Orzag a beaucoup développé aussi. Pour mettre à penser. Dans son pays natal en Hongrie, qu'il a beaucoup développé là-bas aussi, c'est le thermocompost. Le thermocompost, tapez simplement ici sur Internet, vous tapez simplement compost de broussailles de Jean Pin, donc Jean Pin, P-A-I-N. Énorme. Et ça, personne ne veut en parler parce que ça dérange beaucoup d'intérêt aussi. Mais renseignez-vous sur ce thermocompost aussi. La méthode Jean Pin. Oui, le compost de broussailles de Jean Pin et tout, vous allez voir. Mais c'est une autre manière de voir les choses aussi, de réfléchir l'énergie aussi et tout. Pour ceux qui peuvent, évidemment, parce que ça nécessite aussi des moyens, des conditions particulières. Mais voilà, il y a des choses comme ça. Moi, je pense qu'à l'origine, et si j'ai bien un conseil à donner, de toute façon, la réflexion sur la consommation, en fait, on est maître de notre consommation. Et en réalité, si on veut réellement faire évoluer tout ça, on doit réfléchir avec un aspect de conscience, ce qu'on a vraiment besoin, quelles sont les nécessités et quels sont tous les superflus. Et les choses. Être autonome, on se fixe soi-même ses règles du jeu. Mais t'as pas le choix quand tu es hors réseau. Oui, voilà. Les règles du jeu, c'est facile hors réseau, c'est facile. Oui. Mais on parle bien de tous les gens qui sont autres. Et je reviens à mon domaine. Dans la conception des maisons, on doit concevoir aujourd'hui des maisons qui sont beaucoup plus performantes et qui englobent en réalité beaucoup plus de paramètres que n'avaient les autres, les anciens. N'avaient de paramètres à régler. Je prends l'exemple, les maisons anciennes, les gens consommaient du bois et ils brûlaient 30 terres de bois. Si maintenant on isole la maison et on modifie nos habitudes de consommation, on peut réduire par 90% de notre consommation. Ça t'arrive justement, Michael, de dire aux gens, je suis désolé, mais là, il y a un moment, je ne sais pas si toi tu as le droit, ou tu es technico ou ingénieur commerciaux, est-ce qu'ils ont le droit de dire à un moment, je suis désolé, mais là, vous touchez pas terre, c'est trop. Est-ce que vous avez conscience? Est-ce que ça... Non, tous les jours. Ah, tu le dis tous les jours. Vous permettez... Non, parce que je pense qu'il y a des gens, ils n'ont pas conscience, en fait. Oui, tous les jours. On dit, désolé, mais c'est pas réalisable. Parce que le problème, c'est que nous,
on n'est pas là à vendre pour vendre, parce que si on vend, le boomerang, dans 2, 3, 4 mois, on le reprend en pleine figure. Oui, on vous te avez vendu rappelle, quelque chose qui ouais. n'est pas adapté. On ne peut pas, on n'a pas le temps à perdre. Comme on disait, voilà, depuis le Covid, il y a une demande énorme. On n'a pas le temps à perdre avec des demandes farfelues. Désolé de dire ça, mais on ne peut pas. Tant mieux, mais... On ne peut pas. Il vaut mieux dire poliment, avec pas mal de diplomatie. Non, mais évidemment. C'est pas réalisable, revoyez votre projet, revenez nous voir. Mais dans la réalité, nous, on veut passer à un projet viable, auquel on y croit, auquel on va apporter vraiment notre savoir. Mais on ne peut pas faire des devis sur devis sur devis. Et on sait dès le départ que ce n'est pas réaliste. Aucun Même pour intérêt. toi, monopoliser une personne pour expliquer ce qui a mal été raconté au début, avant de proposer un kit, ça te fait perdre du temps et de l'argent, je présume. Alors, aussi. si je peux me permettre, c'est quand même de moins en moins. Parce qu'il y a beaucoup aujourd'hui d'exemples, comme toi, comme d'autres chaînes, comme de salons, encore une fois, Vivre Autonome, qui apportent des exemples, qui apportent des choses, de la pédagogie, des choses qu'on peut faire, comme on parle depuis tout à l'heure, des compromis qu'il faut qu'on fasse. Donc effectivement, il y a de plus en plus de personnes qui arrivent plus qualifiées qu'il y a 10 ans quand on a commencé. Mais encore une fois, tous les jours, on doit faire le tri entre la demande idéaliste mais pas réaliste. On a deux nouveaux interlocuteurs qui viennent de nous rejoindre. Laurence, tu es, bonjour, tu es architecte spécialisé en maisons passives et paille, tu me disais. Et on a Guillaume Beuchet. Laurence, est-ce que tu peux te présenter un petit peu plus pour que les personnes sachent ce que tu fais, s'il te plaît? Bien, je suis architecte, donc je travaille donc en région parisienne et en Bretagne, et on travaille essentiellement sur des maisons passives ou des bâtiments passifs, et si possible biosourcés. Et le produit qu'on a trouvé le plus intéressant à travailler, puisque justement c'est un produit brut, c'est la paille, et on peut arriver à en faire des bâtiments, donc à s'en servir comme isolation, ou également en structurel, puisqu'on peut arriver à même construire des bâtiments donc en paille porteuse. Voilà. Et donc le principe, c'est de rester en habitat passif. Donc l'habitat passif étant un habitat, enfin pas forcément un habitat d'ailleurs, puisque ça peut être du tertiaire, une construction très isolée, très bien ventilée avec une double flux, étanche à l'air, puisque ça permet de récupérer les calories de l'air qu'on va extraire de la maison. Et à partir du moment où on a extrait que du chaud, on arrive à récupérer ces calories pour les réinsérer. Enfin, elles se réinsèrent d'ailleurs toutes seules, puisqu'en fait les flux font que la chaleur re-rentre, enfin le chaud va vers le froid, donc re-rentre par le biais des petites alvéoles. Et donc ça permet d'avoir de l'air neuf qui est préchauffé. Et donc on récupère cette énergie-là, on utilise l'énergie solaire. Et donc le principe, c'est d'essayer de limiter au maximum les besoins en chauffage, puisque c'est vraiment l'essentiel du travail de la maison passive. Et à partir du moment où on a réduit au maximum le chauffage, du coup on peut tendre à quelque chose de positif avec des apports, avec notamment des systèmes qui vont permettre de pouvoir produire de l'énergie. Donc ce sera beaucoup plus facile d'arriver à avoir une maison autonome avec quelque chose qui est parti avec de très petits besoins, alors que si on a une maison qui est très déperditive, forcément, ça sera très gourmand et donc des gros systèmes très chers. Donc, il vaut mieux arriver à réduire les besoins. Et ce qu'il faut savoir surtout, et peut-être c'est l'essentiel pour des gens qui veulent faire de la maison individuelle, c'est que c'est un label au départ qui a été conçu il y a plus de 30 ans et qui est orienté vers le confort. Donc, on essaye de limiter les consommations tout en essayant d'avoir un confort qui est encore plus grand que dans la maison actuelle réglementaire. Voilà, en gros, très vite résumé, le principe du passif. En fait, si je comprends bien, une fois qu'on est passé par tes conseils, c'est du pain béni pour toi, Michael, parce qu'on gagne quand même beaucoup d'énergie. Effectivement, si les besoins sont moindres, effectivement, ce sera encore plus simple de dimensionner du matériel et d'avoir un budget raisonnable et donc forcément plus réalisable. Donc oui, effectivement, c'est une demande bien plus qualifiée, en tout cas bien conditionnée sur la sobriété énergétique, de manière à ce que ce soit d'autant plus réalisable avec le matériel qu'on a, avec un prix tout à fait réalisable et abordable. Il y a encore des raccords entre les personnages à chaque fois et entre les fonctions de chacun. Guillaume Beuchet. Guillaume, bonjour. Guillaume, ça fait des années qu'on me dit qu'il faudrait que tu parles d'aquaponie. J'ai malheureusement pas eu au cours de mes visites partout en France. Non, mais ça y est, le rendez-vous est pris. Nous voilà. Oui, déjà. Est-ce que tu peux, parce que c'est vrai qu'aquaponie, je pense encore maintenant, les gens ne savent pas spécialement. Tu peux te présenter, nous dire un petit peu ce que tu as fait comme formation et ce que tu proposes aussi et qu'est-ce que l'aquaponie?
Il y a beaucoup de questions en une, mais n'hésite pas à te... Bon, alors déjà, si je dois reprendre là-bas, si je dois me présenter et qu'on comprenne comment je suis arrivé là-dedans et tout ça, c'est que donc je suis Mayennais, beau petit département que personne ne connaît, mais magnifique département. Donc en fait, là-bas, on y a monté avec mon meilleur ami d'enfance un projet qui s'appelle Ecologia, qui a visé, et qui vise toujours, hein, puisque c'est d'actualité, à réhabiliter un ancien site industriel qui était un site de production de chaux, donc le plus gros site de production de chaux d'une grosse partie du 19e français. Okay. Et donc on a racheté ce site qui fait presque une centaine d'hectares. Et l'idée, c'est que de manière très communautaire et très axée sur le partenariat et le travailler ensemble et vivre ensemble, l'idée, c'était de réhabiliter de manière écologique le site pour l'ouvrir au public, avec une finalité donc touristique. Donc en Mayenne, le tourisme, bon, n'empêche que c'était quand même l'idée de départ, et avec l'idée de se dire qu'il fallait que ça soit écologique, touristique, à vocation pédagogique. Donc aujourd'hui, le site Ecologia, maintenant, ça fait 12 ans qu'il est ouvert au public. 12 ans déjà. On a un site qui est en grande partie rénové, réhabilité. Et l'idée, c'est qu'on peut accueillir donc, tout type d'événements, tout type de personnes, de la personne qui veut dormir dans une cabane insolite. On était les premiers en France à proposer par exemple des cabanes flottantes insolites complètement autoconstruites. Et l'idée, c'était qu'on a ce côté-là un peu, je viens en week-end ou je viens aux familles passer sur la route des vacances vers la Bretagne quand on arrive de Paris. Et aussi le côté, je fais aussi des choses un peu plus grandes, donc des séminaires d'entreprise, des mariages, qui sont aujourd'hui notre cœur d'activité. Donc on accueille tout type d'événements de toute taille. Et l'idée, c'est qu'à chaque fois, c'est avec la philosophie de se dire, si on pouvait inculquer, inciter quelque chose, mettre une petite graine, j'aime bien l'image de la graine, dans votre tête, qui germe, lors de la visite, qui germe et qui propose, enfin qui se disent, tiens, je ferai plus attention à l'eau, je ferai plus attention à l'électricité, on parlait d'isolation, on parlait, enfin bref, réfléchir au fait qu'on vit dans un environnement dont il faut prendre soin, ça c'était l'idée. Donc tout sur Ecologia a été pensé comme ça, que ce soit de la réhabilitation donc, des bâtiments, l'intégration de la biodiversité à tous les niveaux, le fait qu'on est en phytoépuration depuis très longtemps, etc., etc. Et donc l'idée c'est, depuis le début, parce qu'en fait, je ne l'ai pas dit, mais du coup à titre personnel, moi je suis ingénieur agronome de l'Institut de Paris-Grignon qui est vraiment spécialisé en aquaculture, tout ce qui se passe dans l'eau. C'est ça qui m'intéresse. Et en gros, depuis mes années à l'agro, donc d'avant 2000, donc on vieillit, hein, l'idée c'est que je me suis retrouvé, quand j'étais à l'agro, à entendre parler d'un système qui m'a vraiment énormément séduit, qui était le fait de pouvoir faire de la culture de poissons, mais en traitant ce qui pour moi était vraiment problématique, les déchets, les effluents d'élevage. Et en faisant quelque chose qui était en plus productif et qui apportait de la protéine végétale. Donc en l'occurrence, on pense tout de suite salade, tomate, etc. Et moi, j'avais trouvé ça absolument fantastique. Et donc depuis ce jour-là, j'avais toujours dit que le jour où on montrait avec Vincent, mon meilleur ami, ce projet Ecologia, on y intégrerait l'aquaponie. Donc il faut savoir que l'aquaponie, donc ce ne sont pas des poneys dans une piscine. Ah oui, donc, on m'a déjà fait la donc blague. Voilà, non, l'idée c'est de coproduire. Donc c'est un système hors sol, donc c'est important, tous les mots sont importants. C'est que c'est un système hors sol, donc on produit, on n'a pas besoin de terre, enfin on peut se mettre n'importe où. On a une double production de protéines végétales et de protéines animales, donc il y a bien une visée de produire de la nourriture. Et l'idée c'est qu'on économise énormément d'eau, on économise énormément d'énergie quand c'est bien monté. Et on économise beaucoup d'intrants puisque du coup on n'a plus besoin d'amener d'engrais aux plantes puisque le principe c'est que les déchets des poissons deviennent les engrais des plantes. Et donc on économise de l'espace fatalement puisqu'on peut s'installer absolument n'importe où. Donc on pense tout de suite les toits des immeubles, etc. C'est pas forcément que ça, d'ailleurs c'est pas forcément la meilleure idée, on pourra en reparler. Peut-être avec le poids de l'eau. Exactement, souvent, en l'occurrence c'est la seule surface horizontale d'un bâtiment, en tout cas de tous les bâtiments anciens, qui n'a jamais été faite pour porter une charge. Donc ils mettent un bassin qui fait 3 tonnes, la question se pose. Donc l'eau ça pèse lourd. Et dis-moi, est-ce que l'eau doit être chauffée? Parce que là, je ferai une parallèle simple, peut-être. Eh bien, justement, c'est toutes ces problématiques autour de l'aquaponie. En fait, l'aquaponie, je voudrais juste terminer sur l'aquaponie. Pour moi, s'il faut retenir un truc, le plus important, c'est qu'on essaie de créer un écosystème dans un espace confiné maîtrisé par l'homme. Mais vraiment, l'idée, c'est de reproduire un écosystème. C'est-à-dire qu'on est vraiment complètement dépendant des lois de la nature. Moi, j'aime beaucoup parler d'eau vivante sur l'eau qui circule, etc. C'est-à-dire qu'il y a un maillon de la chaîne qu'il ne faut pas oublier, c'est le microbiote, c'est tout ce qui est bactérien, champignons, etc., qui est en fait la pierre angulaire de tout le système.
Et c'est en gros la pierre angulaire sur laquelle on connaît le moins de choses et qui est celle qui faisait le plus peur, il fallait tout désinfecter, etc. Et qui vient un peu casser le principe productif qu'on avait par exemple en hydroponie classique ou en aquaculture classique où les germes, il faut les éliminer. Là, l'idée, c'est plutôt de se dire non, il faut qu'il y ait un maximum de vie là-dedans et que les écosystèmes se mettent en place de manière à être stables, productifs et aussi résilients. En fait, l'idée, c'est qu'ils sont beaucoup plus résilients dès lors qu'il y a une flore bactérienne installée. Donc ça, c'est l'aquaponie. Et on est devenu donc, on a monté donc Aquaponia, qui est une marque aujourd'hui d'Ecologia, qui vise à développer l'aquaponie sous toutes ses formes. Il faut savoir qu'en 2010, vous tapiez aquaponie IE sur Internet, il n'y avait rien qui sortait, ça n'existait pas. Donc c'est vraiment quelque chose d'extrêmement nouveau qui est arrivé en France dans 2012 à peu près. Reprends-moi si je dis une bêtise, mais je crois que c'était des manières de cultiver asiatiques. Alors ça, il y a toute une part de fantasme et de folklore autour de l'aquaponie. Et effectivement, je me suis fait avoir là. Non, pas du tout. Tu as raison quand tu mentionnes le fait que c'est très très inspiré de ce qu'on appelle la rizipisciculture. Donc en gros, c'est les rizières qui sont en Chine, etc. Il faut savoir que la Chine, c'est le plus gros écrasant producteur aquacole du monde et c'est ceux qui ont la plus vieille histoire d'aquaculture. Donc je veux dire, les Chinois on a tout appris d'eux en fait au départ. Bon, on est évidemment beaucoup plus maintenant, tout le monde s'est développé. Mais ce que je veux dire, c'est que la Chine reste à 80% le plus gros producteur aquacole du monde. Donc, c'est quand même pas rien. Mais effectivement, il y a la rizipisciculture, il y a aussi il y a plein de choses autour de, ça viendrait des Aztèques, autour de Mexico et de ce qu'on appelle les Chinampas, ou ça viendrait aussi des jardins suspendus de Babylone, dans l'ancien... On va plus loin là. Voilà, où du coup, ça serait Babylone, c'était forcément de l'aquaponie. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, sur Ecologia, on a pris le pari de recréer les jardins suspendus aquaponiques de Babylone de manière participative. C'est juste un chantier gigantesque qu'on a lancé et qui fait que tous les gens qui passent sur Ecologia peuvent... Bon, on en reparlera. Ça, c'est vraiment un petit sujet à part entière. Mais donc, du coup, l'aquaponie sur Ecologia, c'est ça, c'est le fait de développer cette technique, donc de la vulgariser, parce que c'est d'abord ça, la vulgariser. Et ensuite, on a créé donc une école. On est aujourd'hui la seule école en France qui délivre des titres d'État en aquaponie. On a fait reconnaître les métiers de l'aquaponie auprès des instances de l'État. Et l'idée, c'est qu'aujourd'hui, on a deux types, on va dire, de gens qui s'intéressent à l'aquaponie. On va avoir d'une part ce que j'appelle moi l'aquaponie domestique à visée résiliente. Donc, c'est vraiment les gens qui veulent faire ça chez eux. Et qui veulent... bac pour commencer, sûrement, c'est faisable. Alors, on pourra en reparler de la taille des bacs, etc. Bien sûr, mais en gros, l'idée, c'est de se dire, je produis moi-même une partie de mes légumes, une partie de mes protéines animales, du coup de source poisson. Et il y a de l'autre côté ceux qui ont une visée plutôt de production commerciale. Donc là, l'objectif, c'est de vendre ces produits. Et ça peut être de très petite échelle jusqu'à des très grandes échelles industrielles. Et donc ça, c'est en train de se mettre en place. Et quand je dis que ça est en train de se mettre en place, ce n'est pas qu'en France, c'est à l'échelle mondiale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'aquaponie est en pleine explosion à l'échelle mondiale. Donc il y a vraiment, on est dedans. Je ne pensais pas que c'était autant développé. Justement, je rebondis là-dessus pour la suite des questions. Laurence et messieurs, je voudrais savoir, est-ce que dans vos domaines, tu l'as déjà avancé un petit peu Guillaume, est-ce que dans vos domaines, pour les jeunes générations ou les personnes en reconversion, parce qu'au début de la table ronde, on en parlait avec Mickaël et avec Nono et avec Pierre, on parlait qu'il y a des gens qui ont réfléchi quand même avec tout ce qu'on a traversé. On a traversé des événements plutôt qui amenaient à la réflexion, Covid, crise des gilets jaunes, problème d'énergie et tout. Est-ce qu'on peut donner pour les personnes qui seraient en reconversion et pour les jeunes générations des formations? Comment on se forme pour faire ce que tu fais, Laurence? Alors, il y a plusieurs lignes, puisque le passif, c'est une chose, et puis, par exemple, la paille, c'en est une autre. Donc, il y a des formations qui sont des formations qualifiantes qui permettent justement, alors sur des temps courts, donc de 10 jours pour le passif ou de 5 jours pour la paille. Et donc, on peut arriver à avoir quand même une très bonne vision dans ces formations-là. La formation, par exemple, CEPH en passif, est une formation de 10 jours qui s'adresse surtout à des professionnels. Il y a quand même un peu de calcul, puisqu'en fait, quand on parle de passif, en fait, on parle de thermique et on parle de calcul physique. Donc, forcément, on manipule des chiffres. Voilà. Et alors, c'est quand même je vais rester sur des choses compréhensibles.
par tout le monde, c'est-à-dire que c'est vraiment des additions, des divisions, des multiplications. Il n'y a pas d'intégrale, il n'y a pas de rien de très très compliqué. En fait, ça reste quand même assez basique, puisque finalement, un bilan thermique d'un bâtiment, c'est des additions et des soustractions. Donc voilà, je pense que ça. Oui, non, ça rassure. Faut juste, faut franchir le pas pour plus avoir peur. Et donc cette formation, elle permet justement de vraiment comprendre ce qui se passe à l'intérieur d'un bâtiment et vraiment s'aguerrir sur les concepts physiques qui se passent. Donc ça, c'est très bien. Et puis, il y a une formation que moi, j'aime beaucoup aussi, qui est du côté de la paille, qui est une formation qui permet justement de rendre assurable tous les gens qui font de la conception paille. Donc, c'est ce qu'on appelle la formation pro-paille. Et donc, elle est diffusée partout en France aussi. Elle est vraiment très intéressante pour apprendre à faire soit sa maison, si on est en autoconstructeur, soit si on est concepteur ou entreprise ou ingénieur, que sais-je, à pouvoir assurer quelque chose qu'on aura conçu, puisqu'il faut quand même, il y a des règles. C'est pas parce qu'on construit avec un matériau qui est non industriel qu'il n'y a pas des règles extrêmement précises, puisque justement, ils ont fait le réseau de la paille, en fait, a beaucoup travaillé pour rendre des règles professionnelles qui soient totalement assurées, enfin, qui permettent d'être validées par des assureurs. Donc, c'est extrêmement important, et donc il faut suivre ces règles pour pouvoir assurer sa maison. Donc, c'est rassurant. C'est tout à fait rassurant, voilà, exactement. Mais tu parlais en jours. Imaginons un jeune qui a 15, 20 ans, s'il veut prendre des études supérieures, c'est quoi? C'est alors là, thermicien, comment on fait? Surtout sur la partie passive. C'est un petit peu compliqué. Tout dépend ce qui plaît à la personne, puisqu'en fait, on peut être architecte et faire du passif, et on peut être thermicien et faire du passif. Et puis, on peut être thermicien et architecte et absolument pas faire de passif. Oui, donc, c'est vraiment, en fait, il y a le métier qu'on veut faire, et après, il y a la façon de le pratiquer. Donc, si on veut, on peut très bien aimer faire de l'architecture, vouloir s'intéresser à faire des bâtiments extrêmement beaux, des objets d'art, et puis il y a d'autres gens qui vont être un peu plus techniciens dans l'âme et qui vont avoir envie de justement rendre l'objet extrêmement performant. Ceux-là, ils auront peut-être effectivement un petit attachement et pourtant, Dieu sait, moi, j'étais absolument pas orientée sur le technique quand j'ai commencé mes études. Mais voilà, moi, c'est très tardivement où je me suis dit, mais c'est absolument génial, comment se fait-il qu'on ne le pratique pas tout le temps? Et donc, c'est comme ça, en fait, et je me suis rendu compte par là que c'était, en fait, finalement très simple, ou en tout cas pas si compliqué qu'il n'y paraissait. Donc, ça, c'est accessible. Donc après, le chemin, c'est quand on veut être un professionnel, c'est soit d'être architecte d'abord, ou thermicien, ou quelque chose comme ça. Et puis, après, de se dire, je me spécialise dans ce domaine-là. Et c'est là où, en fait, on a des formations qui sont quand même à des niveaux un peu... Puisque, par exemple, faire une formation CEPH, donc, qui apprend le passif, si on n'a pas les règles de base pour la construction, ça ne sert à rien d'apprendre à faire des détails si on ne sait pas construire la maison. Donc, il faut des bases quand même. Donc, il faut les bases. C'est l'équivalent quoi? Excuse-moi, c'est bac plus 2, 3, 4 Archi, c'est bac plus 5 minimum, bac plus okay. Le diplôme. Alors, thermicien, je n'ai jamais fait des études de thermique, je ne sais pas. Archi, bac plus 5. Pareil, bac plus 5, c'est voilà. Ouais. Est-ce qu'il y a un rapport aussi? Il faut être bac plus 5, par exemple, pour toi, Mickaël, quelqu'un qui voudrait conseiller des personnes qui appellent. C'est technico-commercial, je pense Alors commercial, non. Sinon, on embaucherait dans les écoles de commerce. On embauche dans les écoles d'ingénieurs. Donc en fait, c'est plutôt des techniciens. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, pour la jeune génération, il y a de nombreuses écoles. Parce que ça fait 10 ans qu'on existe. Tu peux les citer, voilà. N'hésite pas. On collabore avec le CE, avec Supélec. Et c'est vrai que j'encourage vraiment la jeune génération qui cherche quel métier faire. On est aujourd'hui clairement dans un métier d'avenir. Ça embauche pour tous les trois, juste pour rassurer les personnes? Nous, clairement, on est en forte augmentation, mais on cherche à chaque fois du personnel. C'est pour ça qu'on collabore. Je suis vraiment collaboré avec ces écoles pour qu'en chaque fin de formation, ça met effectivement bac plus 5, qu'ils nous envoient peut-être 1 ou 2 ans avant des stagiaires pour les mettre un petit peu le pied à l'étrier, etc. Mais après, effectivement, nous, ce qu'on a envie, c'est de les garder. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, nous, c'est difficile d'embaucher des personnes hautement qualifiées. Alors pour la jeune génération, c'est tout tracé. Après, pour les personnes en reconversion, comme tu disais, il existe d'autres formations comme Quali Sol, comme pour le solaire thermique, ou Quali PV pour le photovoltaïque. Et ce sont ils ont plusieurs modules, le module ELEC pour l'électricité, le module BAT pour la partie bâtiment. Et c'est vrai que même des personnes qui sont aujourd'hui en recherche de reconversion, il existe aussi d'autres solutions, d'autres métiers, d'autres formations très bien faites.
Et puis bon, après, on est quand même aussi un site de e-commerce et YouTube est là, hein, clairement. Hein, que ce soit, encore une fois, sur ta chaîne, sur d'autres chaînes, sur la nôtre, il y a énormément de tutos et des personnes, encore une fois, avec de bonne volonté, bien bricoleurs, ils peuvent s'auto-former. Et tu vois, ce qui est fou, parce que tu parlais de YouTube, juste, je me permets, désolé de rebondir dessus. Moi, quand j'ai commencé à présenter, c'est fou le nombre de personnes qui m'ont contacté pour me dire « Waouh, on a besoin de dire des choses » et malheureusement, on essaye de passer par les canaux les plus connus, télé, radio et tout, et on a du mal à avoir plus de 20 minutes au moins pour que les gens comprennent ce qu'on fait, parce que c'est souvent des formats courts quand on passe au JT, etc. Donc oui, YouTube, très important. La porte d'entrée est beaucoup plus simple, hein, clairement. C'est sûr. Même... Guillaume, n'hésite pas aussi, si tu veux. Non, mais vas-y aussi. Ce que tu viens de dire. On a la chance d'avoir fait énormément de télé, de reportages TF1, France 2, France 3. C'est génial. Mais honnêtement, déjà, on n'a aucun... Enfin, c'est très très compliqué d'avoir un regard sur ce qui va être dit, filmé au final. Donc on ne sait pas trop ce qui va en sortir. Et souvent, c'est un peu soit en décalage, soit il y a des fois on se dit mais pourquoi c'est sorti comme ça? Alors c'est pas du tout le message qu'on voulait passer. Il y a des fois on ne connaît pas non plus la ligne éditoriale réelle du journaliste. Donc, donc les intentions, etc. Et puis après, il y a aussi la prod qui a ses exigences, etc. Quand on a des formats où en fait on réduit la chaîne, comme pas la chaîne YouTube, hein, la chaîne humaine, forcément c'est beaucoup plus simple, comme pour tout, quoi. Et sur les formations, parce que c'est quand même, je pense, nouveau pour les Français, l'aquaponie, et ce que tu développes. Toi tu formes, me semble-t-il. Est-ce que tu peux nous expliquer les alors déjà, alors on a une particularité sur Ecologia, c'est que depuis le début, comme je l'ai dit, il y a un aquaponie domestique, aquaponie on va dire commerciale. Aquaponie, j'aime pas le terme industriel, donc ça va être commercial à tous les niveaux. Il peut y avoir différentes échelles, le petit truc artisanal jusqu'à une grosse ferme, c'est du commercial. Et dans le domestique, j'y intègre l'aquaponie communautariste. Donc on peut raisonner la résilience à l'échelle d'une famille ou à l'échelle d'un village. Alors village, ça commence à devenir un peu plus grand, mais d'une communauté, ça existe beaucoup aux États-Unis. Et donc moi l'idée c'est que c'est quand même deux mondes assez différents. Il y en a un qui est quand même beaucoup plus axé sur, on va dire, l'autoconstruction et qui va être plutôt dans le low-tech, sauf quand c'est un truc qui nous faut vibrer tout ce qui va être high-tech. Donc ça va être le côté, ce que j'appelle moi aquaponie domestique, plutôt low-tech, même si c'est pas... Voilà. Et le côté commercial, où là, on peut être quelque chose qui peut être low-tech. Hein. En Afrique, on a des systèmes extrêmement low-tech, mais qui peut aussi être très, très high-tech. Donc voilà, le panel est là. Et donc, nous, ce qui nous a intéressé, c'est de parler à tout le monde. C'est notre principe fondamental, en fait, d'être vraiment un lien entre tous les acteurs. Et donc, et moi, la formation, c'est quelque chose qui m'a toujours motivé pour pouvoir essayer de transmettre, parce que je suis convaincu que l'aquaponie est un modèle qui réellement va pouvoir répondre à certaines problématiques qui se font de plus en plus, on va dire... Vas-y, lesquelles? Vas-y, cite. Je sais pas, par exemple, on a un mois de février sans flotte, tout le monde le sait maintenant. Pour des gens qui sont dedans, il n'y avait pas besoin d'avoir les médias pour savoir qu'on avait vraiment un gros problème. Que 2023, ça va être encore pire que 2022. Et donc, l'agriculture conventionnelle, si on ne change pas les règles, ça va être très compliqué. Et tout le monde est concerné. Parce que, je veux dire, autant on peut décider de ne pas aller au cinéma si on n'aime pas le cinéma. Celui qui décide d'arrêter de manger, bon courage. Donc, du coup, l'idée, c'est vraiment ça. C'est que, après, c'est la problématique de l'alimentation, la problématique de la disponibilité en eau, la problématique de la disponibilité en ressources pour fabriquer les fameux engrais dont on a besoin. Donc, je ne sais pas si tu es au courant de la crise du phosphore qui s'annonce, etc. Bien sûr. Donc, toutes ces choses-là. On creuse à chaque fois. Voilà, hein, donc c'est toujours la même chose, hein, une planète aux ressources limitées, un monde limité, etc. etc. Donc, ça, c'est des choses que moi, je prêchais déjà quand j'étais à l'agro, et forcément, ça n'avait pas beaucoup d'écho il y a 25 ans, que maintenant, on en parle beaucoup plus. Toi, dans tes formations, tu commences par ça? Premier jour. Ah histoire de mettre les choses à... Voilà. Non, en gros, l'idée, c'est que du coup, on a vraiment fait deux styles de formation. On a ce qu'on appelle les formations courtes qui nous permettent soit de l'initiation, vraiment, c'est ce que j'appelle moi l'ouverture des chakras. Donc, ça permet Madame ou monsieur tout le monde qui voudrait avoir exactement l'aquaponie. En gros, je voudrais savoir si c'est pour moi.
peu importe l'échelle. Est-ce que c'est pour moi? Est-ce que c'est un truc qui me cause, etc. Parce que ça a l'air quand même assez technique, mais justement, ça a l'air cool, le côté technique, enfin voilà. Donc, en gros, ça, c'est vraiment premier jour, ça permet de faire le « c'est pour moi ou c'est pas pour moi ». Et ensuite, on a la possibilité donc, de faire une formation courte, ce qui est en général sur un format 1 semaine, où l'idée, c'est je vais apprendre pour fabriquer mon système chez moi et avoir plein de tuyaux, sans faire de jeu de mots, sur comment je peux bricoler mon truc, les notions de thermie qu'il faut avoir, etc. quand on va faire un poisson d'eau froide, par exemple, et ne pas, quand on est... On ne met pas sous serre, quoi. Si, par exemple, quel poisson j'ai le droit d'utiliser, on pourrait parler réglementation, etc. et tout ça. Bref, tout un tas de trucs, parce que le monde de l'aquaculture, ça paraît hyper facile, on met des poissons rouges dans un bac, et puis d'accord, mais les poissons rouges, ça se mange pas. Combien il y en a qui tuent rien que les poissons rouges parce qu'ils n'arrivent pas à s'en occuper? Bon, faut vraiment être mauvais pour tuer des poissons rouges. On ne le souhaite pas. Ici, on n'est pas là pour. Mais donc, je suis désolé si j'ai vexé quelqu'un, mais c'est vrai. Donc, si on tue des poissons rouges, c'est pas la peine d'essayer d'aller mettre de la truite. Ça va très très mal se passer. C'est sûrement plus complexe. Et les poissons rouges, ça se mange pas. Donc du coup, l'idée pour moi, c'est d'essayer vraiment de guider les gens pour qu'ils soient à l'aise pour ensuite monter leur truc chez eux. Et ça marche bien. C'est vraiment et du coup, après Covid, ça a accéléré ça. Hein. Le côté j'ai envie d'être résilient, etc. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Et après, il y avait le volet commercial. Et le volet commercial, moi, il y a deux mondes. Il y a le monde de la personne qui souhaite monter son projet. Donc c'est ce que j'appelle les porteurs de projets commerciaux, quelle que soit l'échelle de son projet, hein, qui ont vraiment besoin d'avoir des compétences, des connaissances sérieuses, etc., qui embaucheront des personnes, ils vont devenir chefs d'entreprise. Et il y a aussi les gens qui vont être embauchés. C'est ce que j'appelle moi les opérateurs techniques ou les ouvriers, mais enfin les opérateurs techniques de l'installation. Et eux, aujourd'hui, on commence à avoir des besoins pour les former. Donc c'est vraiment tout juste là-dessus. Mais on n'empêche que ce sont les deux métiers qu'on a fait reconnaître par l'État et sur lesquels on s'est positionné, pour lesquels on est la seule école en France à faire des diplômes d'un niveau en gros Bac+2 pour le technicien supérieur en aquaponie. Reconnu d'État. Et donc nous, on fait la formation et on fait la certification. On a les deux casquettes. Et l'idée, c'est qu'un porteur de projet, une fois qu'il est passé par cette phase-là, moi, ce sur quoi je m'engage, c'est qu'ils vont avoir une connaissance générale qui leur permettra d'appréhender le monde dans lequel ils mettent le bras, enfin même le corps entier. Connaissent aussi moi j'appelle ça les forces en présence, les gens sur lesquels s'appuyer. On ne va pas tout faire, il faut savoir faire. Ouais. Et donc, par exemple, si on veut du solaire, vers qui se tourner, si on veut un bureau d'études, vers qui se tourner, être capable de chauffer l'eau sans trop d'énergie. Exactement, si on parle d'un bâtiment dans lequel on va mettre les poissons, quelles caractéristiques ça serait bien qu'il ait ce bâtiment, pourquoi, où est-ce que je le positionne, la serre, etc. etc. Et l'idée, c'est de se dire, j'ai un peu une cartographie de tous ces gens qui vont interagir à un moment ou à un autre avec moi, les fournisseurs d'aliments pour les poissons, les transformateurs, est-ce que c'est bio, le matériel, les fournisseurs de matériel, bref, toutes ces choses-là. Le bio, c'est autre chose, mais tu ne peux pas être bio en aquaponie parce que c'est hors sol. Point, final. On parle de réglementation là. Ouais. Donc même si déontologiquement et jusqu'au bout, c'est pour moi mieux que le bio dans le sens, alors attention à ce que je dis là, dans le sens où on peut garantir par rapport à certaines pratiques du bio. Moi, j'adore le bio, donc je vais certainement pas cracher dans la soupe. Mais on ne peut pas utiliser, si on fait de l'aquaponie de manière vraiment puriste, j'ai envie de dire, on ne peut pas utiliser de phytosanitaires, on ne peut pas utiliser de traitements hormonaux, etc. Sinon, on risque de déglinguer la chaîne et de déglinguer l'écosystème. Et donc, du coup, on peut vraiment travailler là-dessus. Après, la certification bio en France, en Europe, ce n'est pas possible en hors-sol. Les lignes sont en train un peu de bouger, mais il y a 2 certifications bio qui existent aux États-Unis en aquaponie. Donc voilà, ça dépend de là où on est. Moi, j'ai une petite question par rapport justement aux formations. On m'a noté dans ma communauté qu'on ne voyait pas cette femme quand on présentait. Je vais aussi vous demander, messieurs, Laurent, je vais me permettre de demander, on va dire, sur une centaine de personnes que j'ai interviewées. J'ai été sollicité quand même par 90% d'hommes et très peu de femmes. Je voulais savoir si, vu que l'autonomie a une grosse partie technique, je voulais savoir si la technique fait peur aux femmes ou c'est peut-être qu'elles ont peut-être moins envie de s'afficher dans ces milieux. Est-ce que toi, par exemple, sur les personnes qui pourraient être formées, il y a du 50-50 hommes-femmes, est-ce que tu peux nous faire un petit retour là-dessus, s'il te plaît? Et messieurs aussi. Très étonnamment, notre agence s'appelle No Man's Land, ça n'a pas de rapport, mais néanmoins, on avait effectivement pendant longtemps une majorité de femmes. Personnellement, par
alors on va dire, c'est pas du favoritisme, mais assez naturellement, j'ai assez tendance à solliciter les femmes. Maintenant, je pense que dans les formations, on était à peu près à 50-50 sur celles que j'ai pu faire. Okay. Je pense pas que ça soit le souci. Je vois aucune raison qui interdise aux femmes de travailler dans ce secteur-là. Aucune. Moi, c'était pas interdire, c'est non, plutôt enfin, est-ce qu'il y a des thèmes qui attirent plus. Même dans le sens où on pourrait dire que c'est des métiers d'hommes ou de femmes parce que c'est plus rude et que dans le relationnel, par exemple, sur un chantier, c'est plus difficile parce que on a affaire à des hommes qui ont une certaine stature, etc. Et en fait, on s'aperçoit, en tout cas moi c'est ce que j'ai rencontré depuis le début de ma carrière, c'est que plus on est une femme, justement, moins on est dans l'affrontement. Et il n'y a pas le côté testostérone, ouais. Donc du coup, en fait, on est tout de suite dans un système beaucoup plus... c'est même pas doux, c'est fluide, voilà, c'est ça, il n'y a pas d'affrontement. Et l'affrontement, il ne vient vraiment que si en face de soi, on a un personnage tout à fait odieux. Donc, pour moi, il n'y a pas de raison. Et je pense que, après, en tout cas, le milieu de l'architecture est un milieu extrêmement varié, puisque ça va du chantier le plus béton à de la décoration, le plus truc joli, objet, petit, design, très dans le détail. Donc, et en passant par l'assistance à maîtrise d'ouvrage. Donc, le champ des possibles est extrêmement large. Et donc, il est fort possible qu'on ne retrouve pas toujours aux mêmes endroits les choses. Après, il est vrai que le bâtiment est un univers, on va dire, traditionnellement plus masculin, comme on peut dire ça, c'est un bagage ancien. Je pense que c'est en train, voilà, c'est historique, mais c'est vraiment en train de changer. Même moi, quand j'ai fait mes études, on était loin d'être à 50%, mais il y avait déjà quand même pas mal de femmes. Voilà. Les mentalités changent. Je pense que les mentalités changent. Après, c'est des histoires de goût, d'appétence. Est-ce que tout le monde s'intéresse au thermique? Pas forcément. Et est-ce que tout le monde s'intéresse au sujet technique? Pas forcément. Non, je pense que peut-être que après, il y a aussi peut-être des histoires de personnalité, de gens qui sont plus visibles que d'autres. Et peut-être que ceux qui sont visibles sont plus facilement repérables et invitables, entre guillemets, et qu'il y a peut-être des gens extrêmement talentueux, qualifiés, qui seraient des femmes, peut-être plus discrètes, peut-être, et qu'il faut solliciter. Donc il faut aller à la recherche. Je pense qu'elles existent sans aucun problème. Alors moi, je vais te faire une parallèle par rapport à ça, parce que j'ai déjà eu ce débat plusieurs fois, justement, quand on me disait on ne voit pas cette femme, je dis mais contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, et ça je ne peux pas l'expliquer, mais quand j'interviewe une femme, j'ai plus de vues rapidement. Peut-être le fait de mettre, tu sais, ce qu'on appelle les miniatures, je fais plus de vues. Donc à titre très intéressé, c'est bien, tu vois, et je ne demande que ça. Mais c'est pas une recherche de tiens, on va mettre plus ça. Mais c'est vrai que j'ai remarqué une chose, Mickaël, je fais aussi le parallèle. Il m'est arrivé d'appeler assez souvent, surtout au début, quand je voulais installer mon système, des services techniques, et j'ai eu très peu de femmes pour m'accompagner. Est-ce que toi, dans ton équipe, tu le repères et dans les écoles, justement, est-ce que tu vois un changement, justement? C'est très déséquilibré. Dans notre bureau d'études, on a 15 personnes, il n'y a que 3 femmes. Et je leur pose la question, dans les bancs des écoles, c'est la même chose. Donc on a la même proportion qui ont été formées. Alors après, c'est vrai que dans notre entreprise, on a aussi la partie marketing, ils sont 4 personnes, là c'est parfaitement équilibré, 2 hommes, 2 femmes. Mais dans la partie technique, c'est pas qu'on veut pas ou qu'on cherche pas ou quoi que ce soit, c'est la réalité des choses. C'est que les bancs des écoles aujourd'hui, alors peut-être qu'ils attirent pas assez, et pourtant c'est dommage parce que c'est un très beau métier, mais la réalité c'est que on a 3 femmes sur 15 hommes. Ah oui, tu disais qu'il y avait peut-être plus de technicité on n'est pas dans le même secteur, ingénieur et architecte, c'est 2 bien univers très différents. Donc moi je pense que, j'ai pas les chiffres exacts, mais je verrais bien 50-50 sur les bancs des écoles, mais à voir. Mais après, est-ce que par contre toutes ces femmes continuent à travailler dans le secteur bâtiment? Ça serait intéressant de voir des statistiques, mais je ne les ai pas, donc je ne vais pas m'avancer à dire des bêtises. Mais effectivement, c'est vrai que chez les ingénieurs, on voit beaucoup moins de femmes, comme chez les plombiers, ou comme il y a des secteurs où le nombre de femmes est très réduit. Donc, il y a tellement de demandes, il y a de la place pour vraiment beaucoup de monde encore. Toi qui formes, Guillaume, tu vois quoi comme tendance? C'est 50-50 aussi ou... Alors déjà, la première chose que je voulais dire, c'est que sur Ecologia, on avait plus de femmes que d'hommes dans notre entreprise.
Pourquoi, comment est-ce qu'elles sont meilleures ou est-ce qu'elles nous supportent plus que les hommes? Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est un état de fait, c'est comme ça. Et dans les secteurs d'accueil, etc., en général, il y a quand même beaucoup de femmes qui travaillent là sur la partie du coup accueil des publics, etc. Sur la partie aquaponie, si je fais un espèce de benchmark réel de l'existant des fermes qui sont en train de se construire, il y a donc la ferme de Noémie qui est la seule ferme où c'est vraiment une femme qui est à la manœuvre. Après, il y a des couples, il y a beaucoup de couples en fait qui se lancent et c'est vrai que souvent c'est plutôt l'homme qui se met en avant par rapport aux formations, etc. Mais il ne faut jamais oublier le support de la femme qui est derrière, qui est essentiel dans le... C'est un couple, quoi. C'est vraiment ça qui fait que ça fonctionne. Par contre, dans les formations que je fais, on est à au moins 3/4 d'hommes, à chaque fois, systématiquement. Et donc ça, c'est pareil, je l'ai souvent dit, je ne me l'explique pas vraiment et assez régulièrement, quand une femme est là, c'est parce que son homme est là aussi. Et donc du coup, pourquoi? Je ne sais pas. Est-ce que c'est parce que... alors du coup, là, c'est vraiment la casquette aquaponie. Est-ce que c'est parce que ça fait très technique et que c'est vrai que dès lors qu'on est dans des trucs hyper techniques, c'est plus des hommes qui, en général, sont vraiment intéressés. C'est l'air de dire Laurence au début. Le côté je bidouille des trucs, etc. Par contre, la partie vivant, et notamment la partie végétale, c'est beaucoup plus l'apanage des femmes, par exemple. On s'en rend compte souvent dans une ferme. Bon, le gars va gérer la technique, va gérer commercialisation et puis les poissons. Et puis voilà, c'est un peu le stéréotype. C'est un cliché, hein, mais c'est un peu comme ça que ça se positionne dans la réalité dans beaucoup de cas. D'où ma question, justement. Mickaël, tu voulais... Moi, ça me fait penser, tu parlais de couple. Nous, lorsqu'effectivement les personnes nous contactent, c'est souvent un couple. Et c'est souvent effectivement l'homme qui démarre le début, en fait, qui apporte les besoins, enfin, qui parle d'un point de vue technique. Mais à chaque fois qu'on passe à l'étape de il faut passer à l'acte d'achat, c'est toujours la femme qui tient les bourses du foyer. Puis écoutez, je vous passe ma femme, c'est elle qui va gérer. Ah, mais c'est pas automatique, mais c'est vraiment c'est flagrant. En fait, on a l'impression que chacun a son rôle. S'ils trouvent leur équilibre comme ça, tant mieux, pourquoi pas, mais c'est souvent effectivement l'homme qui parle technique, qui est le responsable des choix, etc. Et après, la partie paiement, écoutez, je vous passe ma femme, c'est elle qui s'occupe du paiement. Quelle est pour chacune la question, ou les questions, allez, on va essayer d'ouvrir vraiment comme ça, les questions qui reviennent le plus? Mais moi, en tout cas en parlant de mon domaine d'attribution, la question qui revient énormément aujourd'hui, les gens ont vu les films que j'ai fait sur YouTube, l'information sur toutes les techniques naturelles qu'on pouvait adopter dans le bâtiment. Et la question qui revient le plus souvent, c'est est-ce que vous avez un artisan à me proposer dans ma région? Et là, il y a un grand vide. Parce qu'en réalité, la notion écologique, la notion de formation a pris tellement de temps à se mettre en place qu'il y a des zones en France, c'est carrément des no man's land. Des zones entières où il n'y a aucun éco-bâtisseur. Et les seuls qu'il y a sur le marché, c'est des gens qui se sont improvisés. Allez, sans pousser l'extrémité, ce n'est pas des gens qui ont été formés pour être des vrais artisans compétents et tout ça, mais c'est des gens qui se sont improvisés ou auto-formés pour pouvoir répondre à la demande. Mais aujourd'hui, l'offre et la demande, il y a un tel décalage qu'il y a des zones, par exemple, nous, je peux citer le sud de la France où je suis, ça fait 25-30 ans qu'on est vraiment... il y a des vrais professionnels de l'éco-construction, avec des fournisseurs de matériaux qui sont là depuis 30 ans. Donc on est... Et quand les gens m'appellent, des zones que je ne vais pas citer en France, mais qui sont vraiment au balbutiement, au début de ça. Et la demande est tellement énorme que je pense qu'il va falloir accélérer le processus de formation et de professionnalisation, ou même pas de reconversion, mais des personnes qui étaient des artisans classiques, qui permettraient d'intégrer ce genre de technique avec du travail. Je pense qu'il y a une manne de travail incroyable. Il y a un vrai débouché à former des constructeurs ou même des restaurateurs de maisons, avec ces nouvelles techniques qu'on parle beaucoup, que j'ai parlé beaucoup sur les films qu'on a fait avec Brian. Voilà, moi, la question qui revient le plus, c'est celle-là. Qui est là et qui vous avez à me conseiller pour réaliser nos travaux? Parce que l'autre partie, c'est des gens qui veulent
s'approprier la construction et au niveau du coût financier d'une réhabilitation de maison, beaucoup de gens n'ont plus les moyens de faire appel aux artisans. Donc il leur reste une option, c'est faire eux-mêmes. Donc là, mon cadre professionnel aujourd'hui, c'est de la conseil-expertise et c'est permettre aux gens de leur donner au moins les recettes, de planifier les travaux par ordre de priorité et leur permettre, à travers des formations, de venir s'approprier le savoir-faire pour commencer à faire chez eux. Bah moi, en fait, c'est une succession de questions. Et c'est quasiment chaque fois le même schéma. Donc, la première, c'est quand on ne connaît pas du tout, c'est mais les légumes, ils n'ont pas le goût de flotte ou le goût de caca de poisson. Bon, donc ça, c'est la porte d'entrée. Une fois qu'on a franchi ce cap-là, et qu'on s'intéresse et qu'on a envie de le bidouiller chez soi et de le faire, mais je mets combien de poissons en face de combien de salades? L'équilibre. Donc voilà, ça c'est la deuxième question. Donc là, on ne répond pas simplement, c'est plutôt des réponses de Normand. Peut-être ben que oui, peut-être ben que non, ça dépend. Et ensuite, il y a, quand on veut passer, on va dire, à une échelle vraiment de se dire, bon, je vise la résilience domestique ou je vise la commercialisation, c'est mais je peux produire combien? C'est productif, d'accord, mais combien? Et du coup, la finalité, c'est est-ce que c'est rentable? Parce que mine de rien, bah, l'aquaponie, ça coûtera toujours plus cher que de planter une graine dans son jardin en pleine terre. On résout des problèmes de disponibilité en eau, d'intrants, etc. D'accord, mais pour le faire, il faut de la technicité, même si on le fait en récup, si on le fait en low-tech, etc. Néanmoins, bah, il y a quand même des choses à installer. Il y a quand même au minimum une mini-pompe quelque part, même si elle est toute petite, qui consomme. Donc il y a forcément cette notion de, bah oui, c'est un coût, et ce coût, il faut qu'il soit... Alors rentabiliser, ça dépend de la vision qu'on a de la chose. Donc c'est un peu cette succession de questions qu'on a. Combien de poissons peut-être aussi par volume d'eau C'est ça, c'est combien de poissons je mets en face de combien de salades. Non, mais par rapport au volume d'eau aussi. Ah oui, mais alors c'est qu'on rentre là dans les détails. Après, en fait, plus on descend, à chaque fois, c'est bah oui, mais alors là, et donc ça ouvre une nouvelle page, la page de la densité d'élevage. Combien on met de salade au mètre carré, c'est la même chose. Combien on met de tomates, quelle hauteur je dois avoir sous ma serre, etc. Là, évidemment, on rentre vraiment dans le dur. Et au fur et à mesure, on se rend compte que c'est une multitude de questions auxquelles il faut avoir des réponses avec un certain background pour pouvoir se dire bah, je réponds intelligemment par rapport à la question parce que j'ai tout ça derrière qui permet de répondre à la bonne question. Je pense que s'il y a une question qui arrive immédiatement, en fait, c'est peut-être la première question. Après, il y a des tonnes de questions qui se posent, mais la première question, c'est sans doute combien ça coûte. Et ce combien ça coûte, il amène toujours à expliquer le petit surcoût qui existe inévitablement dans une maison individuelle. Puisque quand on est sur des gros bâtiments, en fait, le surcoût disparaît. Sur les petits bâtiments, il reste, puisqu'en fait, on va mettre plus d'isolant, on va rajouter un système, on va rajouter une double flux. Là où il y avait une pauvre petite ventilation de rien du tout, cette double flux, elle va quand même amener du chauffage, et du coup, elle va permettre de supprimer quasiment, pas entièrement, mais en tout cas de réduire énormément la taille du chauffage qui va devenir une toute petite chose. Mais quand même, il reste, on va travailler beaucoup, très bien les fenêtres, donc elles vont coûter un peu plus cher. Bref, il y a un petit surcoût. Et ce petit surcoût-là, c'est sûr que si on l'isole et qu'on le regarde, on se dit, bah oui, une maison, ça coûte plus cher, donc forcément, je vais faire autre chose. Il faut vraiment arriver à penser coût global et à se dire sur combien d'années je rentabilise ça, est-ce que c'est intéressant? Et puis surtout, arriver à se projeter dans ce futur qui peut faire un peu peur oui, les hivers, il fait froid, mais les étés, il va faire de plus en plus chaud. Et là, actuellement, là où on ne climatise pas, eh bien, demain, on climatisera. Quand on voit, par exemple, les températures qui sont actuellement projetées à 2050 en France, c'est un petit peu terrifiant, puisqu'en fait, ils annoncent des températures qui sont incroyables, y compris dans des endroits où, pour l'instant, on était totalement bénis des dieux de ce côté-là, et où, en Bretagne, les gens disaient « non, mais... » climatisé, enfin, ça n'a pas de sens. Et où, quand on a eu 40 degrés à Brest cette année, là, d'un coup, les cerveaux se sont mis en route, on dit « ah, finalement !» Et donc là, effectivement, on commence à avoir les gens qui... Enfin, il faut vraiment être devant la réalité des choses pour que les gens percutent sur les risques qu'il y a à investir. Et donc, pour éviter d'avoir cette climatisation dont on n'aura pas besoin si on est en passif, pour éviter d'avoir un gros chauffage, et
parce qu'on n'en aura pas besoin si on est en... Eh ben, il faut effectivement avoir ce coût de démarre qui va être un peu plus cher et qui va permettre d'avoir en coût global, par contre, un bilan qui sera bon. Et je reviens sur peut-être justement la note, parce qu'en fait, nous, on a beaucoup travaillé la paille en espérant justement que ça soit quelque chose qui permette de baisser les coûts. Mais en fait, on a une matière brute, donc on peut se dire qu'effectivement, il n'y a pas l'industrie derrière qui va prendre des choses. Mais en fait, plus on a un matériau brut, plus on a un travail humain. Et ce qui coûte dans la maison, enfin en général, c'est l'être humain. Donc le fait de travailler, de faire de la main-d'œuvre coûte. Et donc si on doit faire construire une maison en paille, si on doit, oui, forcément, il ne faut pas espérer qu'elle soit moins chère. On arrive à faire moins cher quand on fait de l'autoconstruction. Et là, par contre, effectivement, on arrive à faire baisser les coûts. Mais dès lors qu'on est avec des gens qui travaillent, forcément, en fait, donc c'est vraiment une question de choix. De vouloir s'orienter vers des produits biosourcés de ce type-là. Après, on espère, hein, on a essayé de travailler, nous, beaucoup sur la préfabrication, des choses comme ça, pour essayer de faire baisser les coûts. Pour l'instant, ça reste malheureusement encore utopique de croire que, sous prétexte qu'on a pris des matériaux qui sont effectivement sains, bruts, non travaillés, ils sont moins chers. Non, il y a forcément un travail, ils n'arrivent pas dans la maison, on n'est pas avec une baguette magique. Donc voilà, donc c'est un vrai choix et avoir des matériaux qui vont durer, qui sont pérennes, qui sont sains, qui sont bas carbone, qui sont etc. Oui, ça, malheureusement, ça se paye quand même. Voilà. Donc voilà une des questions, en tout cas, qui est une vraie question et qu'il faut savoir arriver à regarder avec le bon côté avec la bonne analyse, en ne regardant pas que le coût immédiat, mais bien en regardant sur le coût global de la durée de vie de la maison, ou en tout cas de la durée sur laquelle on veut garder la maison, et de s'interroger si on va y retrouver un bénéfice, qu'il soit financier ou de confort, puisque c'est toujours pareil. Ne pas avoir, là on a monitoré un petit peu une maison passive qu'on a fait et on a eu encore vérifié les températures cet été. Là où on était à 29 voire plus, en fait la maison est restée à 23-24 degrés tout l'été. Et donc on avait vraiment une sensation de fraîcheur quand on arrivait dans cette maison, qu'on ne pourrait avoir qu'avec une climatisation si on n'avait pas une maison passive. Donc voilà, il y a le confort, le coût global. Là, c'est dans le cadre de la construction, oui. Pas dans la réhabilitation. Alors, on fait également de la réhabilitation en passif. Hein. On arrive à faire exactement la même chose. Alors, mais avec des contraintes plus fortes, avec de temps en temps des zones qu'on est un petit peu obligé d'accepter comme étant des ponts thermiques parce que on a un sol non isolé, on est obligé de faire avec, parce qu'il est très beau, parce qu'il y a des contraintes. Mais on arrive à faire du passif avec la réhabilitation, on en a fait plusieurs et les gens sont très contents. Donc avec des consommations qui sont très basses et un confort d'été qui est très bon. Donc la réhabilitation, de toute façon, c'est l'enjeu de demain. Je pense que si c'est quelque chose aussi où on peut faire aussi beaucoup de choses en auto-construction ou en auto-réhabilitation. Et c'est un chantier en soi, la réhabilitation. Et c'est vraiment un très beau... De toute façon, ça me semble être la clé de ce qui va suivre, puisqu'en fait, on ne va pas construire tous les logements à venir. On va réhabiliter l'énorme majorité des logements, qu'ils soient collectifs ou qu'ils soient individuels. Et donc, il faut apprendre à travailler comme ça. Et donc, nous, on aime bien ça, là. Donc, mais c'est un énorme chantier, ça, la réhabilitation. Oui. Et c'est un très beau secteur. Curieusement, c'est certainement pas celle du prix. Parce que les gens me posent rarement la question de chipoter sur le prix ou me poser une question, tiens, qu'est-ce que ça vaut ceci ou qu'est-ce que ça vaut cela, parce qu'ils ont mon devis d'emblée, mais c'est très, très rare quand il y a quelqu'un qui me repose des questions ou remet en cause ou en question quelque chose sur mon devis. Même pas sur l'origine non plus des matériels, parce que bon, peut-être qu'ils me font assez confiance aussi en sachant que tous mes matériels sont bien choisis aussi, bien sélectionnés, et que je vais chercher vraiment la qualité et la performance plus que l'origine. Parce que bon, j'ai des matériels qui viennent de Belgique, d'Italie, d'Allemagne, un peu de France. J'ai un filtre qui est anglais aussi, je crois. Enfin bon, voilà, mais ça reste en Europe. Et quelques cartouches qui peuvent venir aussi plutôt d'Asie, parce qu'il y a de très, très bons fabricants aussi. Il n'y a pas que des copies et des contrefaçons en Asie, mais il y a de très bons fabricants aussi, en Inde aussi d'ailleurs. Mais voilà, mais je pense que la plus grosse question, enfin c'est une double question, c'est comment ça se passe et est-ce que vous pouvez nous accompagner dans notre projet et comment ça se passe et par qui, quoi.
Je pense que c'est surtout ça qui est un peu le centre du premier questionnement en général. Parce que, bon, comme tu disais, Nono, il y a un gros manque de formation en France. La France est vraiment en déficit de formation, de bonnes formations professionnalisantes, en tout cas, parce que des formations, il y en a, mais bon... voilà, et c'est pour ça que moi j'ai lancé ma propre formation pro aussi pour développer mon propre réseau pro aussi. Parce que, ben, comme tu disais, les gens m'appellent, oui, mais à part vous, il y a qui on fait appel à qui voilà, bon, quand c'est en Alsace, en Bretagne et tout, moi qui suis du Sud, ben, et il faut que je fasse le déplacement aussi moi-même, donc je tourne au niveau national et tout, mais je ne peux pas tenir comme ça non plus. C'est pas écologique. Ben non. Les déplacements Non. sont des centaines de kilomètres, c'est à l'encontre même du principe de ça. Donc, pour une cohérence, pour moi, je pense que c'est un réseau territorial qui doit être installé. J'en avais parlé la dernière fois, de constituer des réseaux et peut-être de travailler aussi avec des corps de métier qui ont moins l'habitude de travailler ensemble pour essayer vraiment de former une génération de professionnels pour répondre à la demande et aux contraintes du changement climatique et du coût énergétique de la consommation d'une maison. Parce que ça, c'est un paramètre qui vient de changer récemment et qui rentre énormément en compte. Et moi, depuis... Moi, depuis qu'il y a un Gugus là, qui m'a fait intervenir là, et tout, avec des vidéos à la con, là, c'est vrai que je me suis fait complètement submerger là, mais de manière hallucinante. Et voilà, maintenant, ça faisait quand même 3-4 ans que j'étais en train de préparer la formation, mais que je préparais au départ sous forme plutôt vidéo, thématique pour certains corps de métier. Et là, même maintenant, un peu par contrainte, je veux dire, j'ai été obligé de développer ma propre formation pour développer et créer mon propre réseau pro national sur mon propre concept. Parce que, ben, voilà, avec mon groupe de formés, là, mon deuxième groupe, là, on se posait la question aussi de la concurrence. Et je dis, bon, ben, la concurrence, il n'y a pas grand-chose. Donc ben, les gens qui veulent vraiment tendre sur une autonomie, on s'adresse à qui? Au secours. Et donc ça, c'est souvent la première grosse question aussi, parce qu'ils ont déjà cherché aussi sur le terrain. Et voilà, même chose. On ne trouve pas les professionnels adaptés, adéquats pour l'autonomie. Voilà, mais déjà au niveau régional, mais aussi qui travaillent dans un certain esprit, qui travaillent dans une cohérence aussi et qui peuvent aller jusqu'au bout et assurer l'accompagnement comme je le fais de A à Z aussi. Et voilà, donc la plus grosse question, le plus gros problème en tout cas pour les gens, comment on fait et avec qui, et c'est souvent ça qui pose problème. Donc, Je voulais tous vous remercier aussi les personnes qui sont intervenues avant. Si vous avez encore une multitude de questions, parce que je pense que ça va générer beaucoup de questions et je sais qu'on n'a même pas dit 1% chacun de ce qu'on aurait pu dire, on sera au Salon de l'Autonomie et c'est pour ça qu'on est en association avec le Salon Vivre Autonome. Nous serons sur place, vous pourrez poser vos questions parce que je sais qu'à chaque fois qu'on fait des vidéos, il y a 1 milliard de commentaires. Si vous avez des questions en commentaire, vous pouvez le mettre, ça ne mange pas de pain, comme on dit. Mais n'hésitez pas à nous retrouver au Salon de l'Autonomie parce que nous aussi, ça nous fait plaisir de voir réellement les questions parce que quand on a les personnes en face, les conversations sont assez différentes de ce qu'on peut voir en commentaire, en général. Donc je voulais remercier toute l'équipe, merci de vous être déplacés. Chacun fait quand même un beau déplacement pour pouvoir se réunir. Et j'espère que pour vous, vous en saurez un petit peu plus sur comment l'autonomie se développe depuis certaines années. Et merci pour chacun d'être, pas rentré dans le détail, mais d'avoir partagé votre retour d'expérience. Merci. Merci à toi. Merci. Merci.